Salut à tous, vous écoutez l'épisode 29 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Bonjour Adrien. Bonjour Mathieu, ça va ? Oui. Mais c'est l'été, dis-moi. Il fait chaud et nous on est où ? Au boulot. Voilà. On bosse, on s'arrête jamais. Si, on s'arrête un peu. Ouais, on va s'arrêter pour ce podcast. Mais on s'arrête pas à chaque premier du mois. Ben non, heureusement. On s'organise. Miraculeusement, on arrive à s'organiser. Vous verrez, il y aura un épisode chaque premier du mois. S'il n'arrive pas, envoyez vos lettres de réclamation à Adrien. Merci. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait Mathieu ? On n'écrit pas ce mois-ci. Ah tiens, Et qu'est-ce qui se passe quand on n'écrit pas bonne question. Et avant d'aborder ce sujet intriguant, remercions chaleureusement nos nouveaux tipeurs ou ceux qui ont mis à jour leur soutien et qui sont Delphine, Stéphane A, Billy, Myrtille, Playin, G, Sabrina, WriterType, je sais pas comment on prononce ton pseudo, Thibaut, Likounet et Benjamin. Et si, comme ces gens incroyables, vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un petit soutien financier, ou si vous voulez rejoindre notre Slack, suivez le lien Tipeee dans la description de l'épisode. Et d'ailleurs, c'est sur Slack qu'a émergé le sujet de cet épisode. Eh oui. Et vous allez savoir pourquoi très vite. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tout ce que l'on fait lorsqu'on n'écrit pas. Nous allons parler d'inspiration, d'environnement, de travail, de routine, de procrastination. Mais attention, ça ne veut pas dire que nos invités repoussent tout au lendemain. La preuve, ils sont bien là aujourd'hui. Nous accueillons donc Nathalie Lenoir, scénariste et réalisatrice, et les mains expertes derrière le site Scénario Buzz. Salut Nathalie. Hello. Ça va ? Salut. Bah oui. Ravi de te retrouver. Bah pareil. C'est le podcast des habitués aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est un spécial summer. On s'est dit que c'était sympa de les revoir. On retrouve à ses côtés Robin Magic Barato, scénariste. Salut Robin. Bonjour. C'est Nathalie qui t'a attribué ce pseudo à l'instant. Ça te va ? Et elle me connaît bien. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je trouve que ça colle bien. Est-ce que pour les 3 personnes du fond qui vous connaissent pas encore, à force de venir dans ce podcast, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment ça va depuis qu'on s'est vu la dernière fois ? Et sur quoi vous travaillerez demain ? Nathalie, vas-y. Bonjour. Bah alors. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Alors, donc je suis scénariste et réalisatrice. Je suis en train d'écrire en tant que scénariste 2 longs métrages. Un qui va être réalisé par Marie Gillin pour Mustang Productions et Marvelous Productions. Est-ce que Marie nous écoute ? Ah bah écoute, je sais pas. Mais en tout cas, elle a déjà entendu parler du podcast. Bonjour Marie. Donc si elle nous écoute, on l'embrasse fort. Sinon, donc j'écris un autre film qui sera réalisé par David Guiraud pour Ad Astra Film. Bonjour David. Hello David. Je vais dire bonjour à tous les gens cités. Et en tant que réalisatrice, j'ai un film en développement chez La Cellule Production. Bonjour Nathalie. Bonjour à moi-même. Et on espère tourner en début d'année prochaine. Super. Le film avec Marie Gillin, vous avez déjà une date de tournage ou pas encore ? L'année prochaine, L'année normalement. Aussi, si les soins arrivent aussi vite que prévu. Bon super. Toi Robin, présente-toi, les gens peut-être ne te connaissent pas encore. Pourquoi tu es Magic ? J'écris pour la télé, et exclusivement pour la télé. Et je suis le mec qui parle à Nathalie régulièrement sur les réseaux sociaux. Sur Messenger. C'est ma principale qualité. Quand elle dit qu'elle a des gens qui la suivent, qui lui posent des questions, en fait, c'est toujours toi. C'est ça ? Oui, c'est moi. Oui. Ouais. Et en ce moment, j'écris 2 épisodes de Capitaine Marlowe. Un en coécriture, avec mon camarade Pierre Delorme, et un tout seul, d'après une idée d'Alexis Mansaro. Voilà. Quand tu dis d'après une idée de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a eu l'idée et tu développes ensuite ou c'est quoi le rapport en fait ? En fait, c'est que c'est Alexis qui a commencé c'était une idée à lui, il a commencé. Et moi, je suis arrivé après, en fait. D'accord. Je me posais juste la question. C'était... En tant que mec qui n'a jamais d'idée, tu te demandes comment ça se passe. Voilà, je sais pas. Alors, techniquement, dans un générique, sur une idée 2, ça veut dire que tu t'es arrêté au synopsis. Ah, ça c'est intéressant parce que je savais pas, je me suis toujours posé la question. Je crois que scénario 2, c'est que t'es allé au séquencier, et scénario dialogué, c'est que t'es allé au dialogue. Enfin bon, je crois qu'il y a une nomenclature officielle, mais en tout cas, sur une idée originale 2, c'est que t'as fait le synopsis. T'as pas juste eu l'idée, tu t'es dit tiens, ça serait super, quelqu'un l'a écrit et... Je sais pas comment ça se passe, je m'imagine que si tu vois un pitch de 5 pages, tu dois être crédité quand même sur une idée 2. Bon Robin, sur Slack, tu nous parlais de procrastination. Et tu nous disais notamment que l'étape primordiale dans la carrière d'un scénariste, c'est pas le premier contrat. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et vous savez, par exemple, dans la vie de parents, il y a l'étape primordiale où les gamins deviennent autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se lever tout seuls, de préparer leur petit déjeuner et d'allumer la télé sans te réveiller. C'est le moment le plus important, en fait. Et dans la carrière d'un scénariste, c'est pareil. C'est-à-dire que tu crois que le moment le plus important, c'est la signature du contrat. Mais en fait, non, je pense que c'est le moment où tu assumes le fait d'être un glandeur. Et que tu arrêtes de te pourrir la vie parce que tu perds 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours dans ton travail d'écriture. On peut parler en années ou pas ? Ça va être possible, oui. Je pense que cumulé, oui, on arrive à des années. Ça va décomplexer pas mal de gens, je pense, d'entendre ça. Oui, alors après, je précise que ça vaut pour moi
Et pour ceux qui fonctionnent comme moi, je suis pas sûr que ça marche pour tout le monde. Hein. Parce qu'en temps de glandage, il y a un équivalent en temps de travail aussi. En fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que ce que l'on prend pour du glandage et du temps perdu, c'est ça surtout, hein, parce que ça reste du glandage. Tu fais rien de constructif. Mais ce que les gens prennent pour du temps perdu, moi j'appelle ça du temps de maturation, c'est-à-dire que tu es devant l'ordinateur, et puis tu vas commencer à aller un peu sur Facebook, et puis un peu sur Twitter, et puis tout d'un coup, ce crayon là, il devient super intéressant, et donc tu le vas tourner dans tous les sens, et puis tu as envie d'un café, et puis comme par hasard, le chien a envie de caresse alors qu'il dort profondément, mais toi, tu as envie d'aller le... Et puis, au bout d'un moment, tu dis, merde, ça fait quand même 3 heures que ça dure, quoi, et là, tu le vis mal. Sauf que, moi, je suis intimement persuadé, enfin, c'est une conviction, hein, c'est que c'est pas du temps perdu, quoi. C'est-à-dire que c'est 3 heures que tu as passé à droite, à gauche et tout, c'est 3 heures où tu as baigné dans ton projet, en fait. C'est 3 heures. Alors, t'as pas été très concret, c'est-à-dire t'as pas sorti une phrase. Mais pendant 3 heures, tu as réfléchi à ça. Ce qui fait qu'au bout de 3 heures, quand vraiment tu te dis là, il faut y aller, tu te mets, bon, tu repères encore 1 heure, hein, parce que tu vas pas t'y mettre direct comme ça. Et là, tout d'un coup, ça vient. En fait, ça vient tout seul, quasiment. Enfin, tu vois, ça sort. Et donc, ta première action, c'est de te dire, putain, mais le con, j'ai perdu 4 heures, alors que toi, il suffisait de s'y mettre sérieusement. Sauf que non. C'est-à-dire que je pense que si je me mettais au travail comme ça, à 8 heures, direct, je sortirais pas du tout la même chose. Je pense que ça ne sort que parce que ça fait 4... En fait, c'est une espèce de concentration, d'échauffement. Ouais, échauffement, je pense que c'est le plus proche, en fait. C'est que c'est de l'échauffement. Et moi, je sais, je peux pas en faire l'économie, quoi. Ah, c'est marrant. Ça t'est venu tout de suite, Robin, ou au fil des années, tu t'es rendu compte que de glander, oui, tout de suite. Ouais. Mais non, moi, je suis passé par là. C'est-à-dire que je suis passé par cette espèce de culpabilité énorme et qui vraiment te pourrit la vie parce que... Bon, je pense qu'on y reviendra, mais je pense qu'une grande partie de tout ce dont on va discuter tourne autour d'un élément extrêmement primordial, qui est l'extrême liberté de l'auteur. Hein, l'auteur qui va signer un contrat et qui va avoir une date de rendu. Et entre les deux, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux en termes de temps. C'est-à-dire si tu veux écrire les 3 derniers jours, tu écris les 3 derniers jours. Tu fais ce que tu veux en termes de géographie. C'est-à-dire si tu as envie d'aller écrire à l'autre bout du monde, bah, tu vas écrire à l'autre bout du monde. Tu vas partir. Enfin, toi, tu es totalement libre. Donc c'est un bonheur inouï et en même temps c'est extrêmement compliqué à gérer. Bon ben moi tout ça je le vivais mal, hein, comme tout le monde, enfin comme tout glandeur qui n'assume pas. Et puis après c'est l'expérience en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment tu te rends compte que quand ça vient comme ça et que tu te dis mince j'ai perdu tout ce temps quoi, j'ai perdu une demi-journée, une journée, 3 jours à rien faire alors que en fait c'était là. Puis il y a des fois où tu arrives à te mettre au boulot et puis tu vois que ça vient pas et tu te dis bon alors pourquoi là ça vient, pourquoi ça vient pas. Puis à un moment en fait tu es obligé de te rendre compte que ça vient parce que tu as passé 3 heures à t'échauffer, en quelque sorte. Et le fait de comprendre ce mécanisme, ça fait du bien, en fait, le jour où tu... Alors, ça fait du bien, mais attention, il y a un énorme danger qui est de prendre ça pour une espèce d'acquis, c'est-à-dire te dire, bon, je vais bosser à 8 heures. Mais bon, je sais que de toute façon, en m'y mettant à 14 heures, ça suffira largement, donc je vais glander, je vais aller regarder un film, un truc comme ça. Parce que ce qui est important dans tes 4 heures où tu vas glander, c'est de les passer devant l'écran, à chercher, à réfléchir, à tourner. Tu es sur Facebook, tu es sur un truc, mais en même temps, tu restes connecté au projet. Si vraiment tu vas faire autre chose et que tu décides d'aller manger avec Nathalie et de parler de tout de rien, de dire du mal des gens, etc. Parce que Nathalie, c'est très bien fait. Bah, je ne fais que ça. Dès que le micro est c'est éteint, perdu c'est parce que quand tu vas te remettre à 14 heures, tu te retrouves au même point qu'à 8 heures, quoi. C'est-à-dire que t'as pas réfléchi, enfin, tu baignes pas dans le projet. Donc c'est vraiment ça qui est super important, c'est, oui, moi, quand je vais commencer un projet, je sais que de toute façon, je vais perdre 2 heures minimum au début. Mais il faut pas le prendre pour acquis. Enfin, c'est pas 2 heures où je peux aller faire autre chose. Il faut vraiment rester dans le projet, en fait. Il faut baigner dedans. Tu dis qu'il y a 3 temps dans la journée d'un auteur. C'est le temps où il écrit, le temps où il va à ses occupations en réfléchissant à son projet, comme tu disais, hein, caresser le chien, faire les courses, etc. Et celui où il est à fond sur une activité et pense pas une seconde à son projet. Dans ce 3e temps, c'est l'inconscient qui travaille, en fait, et qui fait maturer le projet. Oui, aussi, mais... je reviens un tout petit peu là-dessus, c'est-à-dire que ça, c'est valable que si vraiment tu as fait tout ce travail de réflexion, en fait. Je sais pas si je suis clair là-dessus. Tu peux détailler si tu veux. C'est-à-dire qu'il faut avoir, je pense que pour passer 1 heure à regarder un film ou à manger avec Nathalie, avant, il faut passer 2 heures sur ton truc, à réfléchir, à baigner dedans, à relire ce que tu as fait, à lire tes notes, etc. et tout. Faut pas juste écrire le titre et puis se barrer et faire autre chose, quoi. Ben non, voilà. Je crois pas, en fait. Enfin non, je suis même sûr d'ailleurs. C'est le même principe que le rêve, quoi. C'est-à-dire que tu vas rêver d'un événement que tu as vécu dans la journée ou auquel tu as pensé ou que tu crains. Tu vas pas décider en te couchant de dire tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien de Nathalie ce soir. Et puis ça va pas venir comme ça, quoi. Par contre, si tu as passé la journée avec Nathalie ou que tu sais que demain tu vas passer la journée avec Nathalie,
là, forcément, tu vas faire de jolis rêves. Mais c'est pareil, en fait, pour la procrastination. C'est-à-dire, tu peux pas... Procrastination, c'est insupportable, ce mot. Ouais. Tu peux faire quelque chose, pas penser à ton projet du tout, mais il faut vraiment avoir passé du temps dessus avant, en fait. Moi, par exemple, je sais que cette nuit, je vais rêver de micro qui m'attaque et tout ça, donc... Pour une fois que c'est pas moi. Non, les autres jours, c'est toi qui m'attaques, et cette nuit, ce sera juste des micros. Jean-Loup Dabedi distingue d'ailleurs le travail debout, où l'on fait sa vie en gardant son histoire dans un coin du cerveau, du travail assis, où l'on rédige. Et pour lui, le travail debout, c'est 90% du temps de travail d'un scénariste, et le travail assis, c'est 10%. Bah voilà. Nathalie, que penses-tu de tout ça ? On t'a pas beaucoup entendu. Salut Nathalie. Ouais, Bonjour Nathalie. Bonjour. Mais en fait, je suis entièrement d'accord avec Robin. Et en même temps, moi, je suis... Tu fonctionnes comme ça ou pas ? Non, justement, c'est le drame de ma vie. C'est que... Tu aimerais glander, mais tu fais que travailler. En fait, je suis complètement hyperactive. Et dès en fait, que je me suis mise à ce métier, j'ai été dans une espèce, mais vraiment d'hyper-angoisse. De la glandouille, du temps perdu, de l'inactivité. Et donc, en fait... Une culpabilité, tu veux dire ? Je pense que c'est plus qu'une culpabilité, c'est vraiment... C'est une névrose. Mais non, mais c'est que je ne sais pas ne rien faire. Ça, c'est vraiment... je pense que c'est déjà dans mon ADN, je sais pas, ou dans ma personnalité. Pour ne pas, justement, m'épuiser au travail, il a fallu que je trouve des astuces pour... glander créativement, c'est-à-dire pour trouver d'autres activités, on va dire, qui me permettent de me mettre un petit peu le cerveau en sommeil, être dans ce dont on parlait, c'est-à-dire ces fameux 90% où finalement c'est l'inconscient qui travaille, et c'est vrai qu'on en a besoin. Mais c'est toute c'est tout mon problème. Je ne peux pas rester devant un écran à cogiter, je ne peux pas, je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que quand tu te mets à ton travail, tu travailles très rapidement. Je travaille tout de suite, et effectivement, et quand je bloque ou quand j'ai besoin de maturation, je passe à d'autres choses. Enfin, j'ai tout plein de petits rituels finalement. Et tout ça après avoir pris une photo. Ah ben bien sûr. L'avoir mis sur Instagram. Absolument. Mais ça fait partie. Ça fait partie du rituel. Du rituel, du boulot. Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que effectivement, même Instagram finalement, même les réseaux sociaux. C'est une façon de s'y mettre en fait. C'est une façon de s'y mettre, et ça peut même être une façon d'être créatif, je dirais, dans l'échange. Notamment avec Robin, on discute beaucoup en cours de journée, mais c'est vraiment pas du temps perdu, parce que c'est des échanges avec des gens qui sont aussi des créatifs, qui sont face à des problématiques. On va parler de nos projets en cours, enfin, et tout ça finalement c'est une façon très agréable, et finalement je trouve que c'est vraiment une émulation même très très saine, il me semble, pour s'y mettre, pour aussi et ne pas avoir l'impression de ne rien faire. D'ailleurs, sur Slack, Anne-Laure nous disait « Finalement, avoir un boulot prenant n'est pas si mal. On rêve toute la journée des quelques heures où l'on pourra écrire. Alors, quand on s'y met, on ne procrastine pas. » Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu, ça, le fait de ne pas écrire toute la journée, d'être retenu sur autre chose et de se dire « Ah, finalement, ce soir, j'aurai 2 heures et je vais carburer à ce moment-là. » Je dirais qu'en tant que scénariste, on passe beaucoup de temps en rendez-vous, de toute façon, en rendez-vous prod, donc même en podcast, on dit beaucoup de mal des gens, comme tu disais. Enfin, on a beaucoup d'activités annexes qui font partie du métier. Et en même temps, c'est assez drôle parce que j'ai envie de dire que plus ça marche, moins on a de temps pour écrire. Parce que justement, on a plus de rendez-vous, parce qu'on est obligé de faire un peu le VRP ou d'aller à des soirées, ou enfin de faire plein de choses qui sont agréables, mais qui finalement nous détournent un petit peu du clavier. Donc ça c'est marrant en fait. J'ai l'impression qu'on sacralise aussi l'écriture par rapport à ça, c'est qu'on a moins de temps justement pour la pratiquer, quoi. Robin, t'en penses quoi ? Tu vas aux soirées toi un petit peu ou... Alors d'abord, jamais. Les soirées c'est très facile à éviter, il suffit de pas y aller. Ou d'habiter loin. Et d'habiter loin. Ouais, mais ça c'est un prétexte pour pas aller aux soirées justement. Et non, par rapport à la question, si j'ai pas au minimum, j'ai vraiment minimum 2 heures devant moi, je m'y mets pas en fait. Parce que je sais que c'est perdu. Ah oui. C'est-à-dire que... C'est vraiment 2 heures du coup ? Ou c'est à peu près... Ah non, mais là si j'ai un trou, c'est-à-dire si je rentre d'un rendez-vous et que je sais que, un truc tout bête, quoi, je dois aller chercher le gamin à 17h au collège, je vais pas m'y mettre, quoi, parce que je sais qu'il va me falloir 1 heure et demie pour vraiment être dans le truc, et puis je vais commencer à écrire, puis il va falloir arrêter, quoi. Alors par contre, là, je peux passer au deuxième temps dont tu parlais tout à l'heure, Mathieu, c'est-à-dire le temps où tu vas réfléchir le temps de travail debout, en fait, c'est-à-dire je vais faire autre chose,
parce qu'il y a toujours des trucs à faire, en pensant au projet, en fait. Tu penses consciemment au projet ou c'est... Oui, non, mais là, c'est je vais vraiment, essayer tu d'y te dis, penser quand ok, même. ouais. Vous voyez, là, je suis venu vous voir. Je profite du temps de voiture pour réfléchir au projet. Oui, c'est vrai, c'est quand on fait des choses assez... on en parlait, je sais plus dans quel épisode, on parlait des douches d'Aaron Sorkin et des choses que tu fais comme conduire ou la vaisselle, où tu fais des choses un peu automatiques et du coup ton cerveau il se met à réfléchir tout seul sur des Faire trucs. la vaisselle, faut pas exagérer, mais sortir le chien, il n'y a pas mieux, en fait. Enfin, toute personne qui a un chien te dira que sortir le chien, Oui, marcher un peu, se balader. c'est absolument ça... idéal. La parce douche, que, effectivement. La douche, parce ouais. que de toute façon, tu es obligé de marcher. Ou merci, il faut en prendre. T'es obligé, hein, c'est vrai. Ou la douche avec le chien, si on veut mixer un peu les deux. Est-ce que il faut culpabiliser finalement quand on se surprend à faire autre chose ou on se dit ah non c'est bon en fait dans ma tête ça travaille. Ça dépend, je pense, si comme disait Robin, si on utilise ce temps intelligemment à réfléchir, si ce temps il est quand même au service du projet, non, bien sûr que non. Il y a pas un moment où vous dites ah là je suis en train de faire autre chose, stop, j'arrête, je coupe et j'écris et je reviens sur ma page blanche. Je pense que surtout, en tout cas, le fait de faire autre chose, ça doit pas être une fuite. Ça doit pas être... Voilà, il faut qu'effectivement, comme disait Robin, ça soit volontairement et consciemment une part du processus de maturation, de cogitation. Il faut pas que ça soit... parce que là, on arrive plus dans le writer's block, une espèce de solution pour remettre à plus tard. Parce que ça, c'est très dangereux, en revanche. Et la frontière est mince, je pense, entre les deux. Ça vous est déjà arrivé, ça, te remettre à plus tard et ne pas y arriver? Non, parce que j'ai mis en place des garde-fous pour pas que ça arrive. C'est un peu ma grande peur. On va en parler dans quelques minutes. Robin, j'ai une question. Si tu mets du temps à t'y mettre avec tes co-auteurs, comment tu travailles? Du coup, est-ce que tu leur dis voilà, je suis pas dispo avant enfin, comment ça s'est instauré? Il y a un truc un peu tacite ou... Le co-auteur, c'est un problème pour le glandeur quand même. Parce que ça met des contraintes. Je parlais tout à l'heure de l'extrême liberté. À partir du moment où tu travailles avec quelqu'un, tu te mets des contraintes. Alors, elles ne sont pas aussi fortes que quand tu vas au bureau. C'est-à-dire que si jamais un matin, tu as besoin de prendre 1 heure parce que faut que tu ailles faire un tour, tu ailles de course et tout, tu passes un coup de fil au mec en disant voilà, j'arrive dans 1 heure et puis c'est bon. Mais ça reste une contrainte. Alors moi, je fais maintenant relativement peu de réunions de travail de visu. Ça se fait beaucoup par Skype. Enfin, tu vois, par exemple, je parlais du Marlowe, de l'épisode de Marlowe que j'ai créé avec Pierre. Pierre, il habite à Toulouse. Ah oui. Donc on se voit peu. Enfin, il monte à Paris pour des réunions, etc. Mais on travaille par Skype, on travaille par téléphone, on travaille par envoi de mail. Donc tout de suite, c'est quand même moins contraignant. Après, la principale contrainte, ça reste... non, si tu te mets des deadlines, quoi. C'est-à-dire que tu as une deadline avec la production, tu dois rendre dans 3 semaines, mais tu t'en mets une autre avec ton co-auteur en disant, bon, ben voilà, là, cette version, je te l'envoie dans 4 jours. Et lui, il reprend, enfin, toi. Donc, c'est des contraintes. Mais que tu es obligé de te tenir. Mais j'ai bossé, moi, 15 ans, pas loin de 15 ans avec un co-auteur. Et du coup, j'apprécie la liberté d'être seul, en fait. Ça n'a pas que des avantages. On parlera tout à l'heure de la théorie du mur. Ça n'a pas que des avantages, mais ça a cet avantage-là. C'est-à-dire que tu es encore plus libre. En fait, le co-auteur est une contrainte. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est un T'entends ça, plaisir, Adrien mais... J'ai peur. Tu es ma contrainte. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un, mais c'est vrai que ça peut être... Enfin, c'est une fatigue aussi. Tu veux dire que Marie-Gilien te fatigue? C'est ça que tu es en train de nous Non, dire je crois que c'est surtout moi qui la fatigue, parce que c'est surtout moi qui l'ai fatigué, parce qu'on a vraiment un rythme un petit peu militaire là sur la réécriture. Mais voilà, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Robin. Moi, j'aime beaucoup écrire à deux, mais j'ai vraiment besoin aussi sur certains projets d'écrire seul. C'est vital, quoi. Je me ressource comme ça aussi en étant seule avec moi-même. Parce que c'est une sorte de rythme, effectivement. C'est très, très rare de rencontrer quelqu'un qui a exactement le même rythme. Et puis, c'est impossible qu'il va être dans la même énergie au même moment. Enfin, donc, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai besoin vraiment de m'écouter et de faire ça à ma sauce à 300%. Je pense qu'avoir un co-auteur, c'est assez anti-procrastination pour peu qu'on s'entende bien et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais du coup, procrastiner, c'est aussi, quand on regarde des films et des séries, c'est aussi nourrir son imaginaire ou se tenir au courant de ce qui se fait, voir des choses, c'est aussi utile. Mais pour moi, ça, typiquement, ça n'est pas de la procrastination. Mais parce que je dis ça parce que on a déjà entendu ça. Ah, mais je regarde trop de séries, je regarde trop de films, j'écris pas assez, etc. Non, ça fait partie déjà du métier. Et puis sur chaque projet, on a besoin de toute façon de se documenter. Donc ça, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante du projet. Alors évidemment, si vous êtes en train d'écrire un film historique qui se passe au 19e et que vous refaites l'intégrale Star Wars, on va pouvoir douter de votre envie de travailler sur ce projet. En tout cas, de votre implication au moment où. Non, mais il y a des thèmes similaires et en fait... Mais en même temps, oui, c'est vrai que... on va trouver des choses. Voilà, il faut trouver... Et vous savez, quand
quand on est scénariste, vous faites votre déclaration d'impôt, si vous le mettez en frais réels, vous pouvez quasiment tout faire passer dans les frais réels. C'est vrai. Tout. Vous offrez des fleurs à votre femme, ça va être un cadeau pour un producteur. Vous allez au restaurant, c'est forcément pour le travail. Tous les vêtements, c'est des frais d'emploi. Donc tout passe en frais réels. Et ben en fait, toute votre vie, en dehors du travail, c'est comme les frais réels en fait. C'est-à-dire que tout nourrit votre travail. Directement, indirectement, c'est-à-dire directement, c'est-à-dire que si vous écrivez un truc médical et que vous allez à l'hôpital, ça va nourrir directement. Mais vous pouvez très bien écrire un truc historique et regarder Star Wars parce que vous allez vous nourrir des conflits qui sont intemporels en fait. Et vous pouvez très bien avoir une idée de conflit, de trucs, de scènes que vous allez voir dans Star Wars, qui vont dire tiens, en fait, ça va vachement fonctionner dans le truc. Donc on se nourrit de tout en fait. Moi, j'ai assisté à une réunion une fois, comme ça, qui était vraiment pénible. J'écrivais à l'époque un épisode d'une série TF1. Et puis, il y avait un couple qui était là. Et j'ai eu une évidence en les regardant, en me disant, c'est le couple. J'avais des personnages qui intervenaient dans le truc. J'ai dit, voilà, ils sont parfaits pour ces personnages-là. Et du coup, j'ai passé toute la réunion à les regarder, à les écouter. Et j'avais mon couple, en fait. Donc, vraiment, tu te nourris de tout en permanence, quoi. Et lire, regarder des films, tout ça, mais vivre. Mais vivre, oui. Oui, parce qu'on est notre propre outil de travail, donc on nourrit notre outil. J'ai eu un complexe, fut un temps, c'était la vie extraordinaire. Peut-être c'est les parents qui disaient il faut vivre des choses, il faut... Et après, je me suis rendu compte que vivre des choses simples, c'était aussi vivre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour forcément rencontrer des gens ou avoir des expériences extraordinaires. En tant qu'auteur, de toute façon, on se projette en permanence dans des histoires, des univers. C'est vrai qu'on voyage déjà énormément de par notre métier. J'ai lu ça il y a pas longtemps. C'est un luxe. Mais je sais plus. C'était pas moi. Exactement ça. Le complexe de... Moi, je fais pas le tour du monde, j'ai une vie de merde, je vais écrire de la merde, en fait, non. Alors, j'ai envie de dire, techniquement, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que si tu as une vie extraordinaire, que tu racontes ta vie, les gens vont pas s'y retrouver. Ouais, il n'y aura pas d'identification. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment... On en parlait d'ailleurs hier sur le Slack. Il se passe des choses sur Slack. Il y a un moment, il faut que l'identification se fasse. Donc, les chaînes de télé, par exemple, pensent que l'identification se passe par la ressemblance. La ressemblance physique, d'âge, sociale. Puisqu'on a longtemps écrit des rôles de femmes de 40-45 ans, de Madame Tout-le-Monde, pour que la téléspectatrice s'y retrouve, alors que moi je suis intimement convaincu, c'est même pas une conviction, c'est un fait, que l'identification se fait par le conflit. Je suis entièrement d'accord. Et que quand on regarde Le Parrain et qu'on voit le succès du Parrain, c'est pas parce que les gens se retrouvaient dans une famille de mafieux, mais parce qu'ils se retrouvaient dans les conflits que vivaient ces membres de cette famille, en fait. Dans une famille que tout le monde peut avoir. Dans une famille que tout le monde, sauf qu'on est à Hollywood, donc on fait ça, on raconte ça de manière ludique et spectaculaire. Donc on fait une famille de mafieux plutôt qu'une famille de monsieur tout le monde. Mais les conflits sont exactement les mêmes. Tu parlais du ballet, d'un ballet. Oui, Pixar ne fait que des histoires d'objets dans lesquels on n'est pas forcément, je me retrouve pas forcément dans une voiture ou dans un monstre ou dans un manche à balai, mais un manche à balai qui est séparé de son créateur. C'est le conflit qu'on vit tous en étant séparés de nos parents, en perdant quelqu'un. Après, peu importe, c'est un manche à balai ou un être humain, le conflit, il est là, quoi. Nadine, tu voulais ajouter quelque chose Non, mais je suis entièrement d'accord avec Robin, quoi. Non seulement la vraie vie est source d'inspiration, mais justement, je pense que pour être un bon auteur, il faut l'observer, justement. Il faut être dans ce regard sur ce qui nous entoure, aussi bien notre entourage que la société. Et ça, et que effectivement, c'est comme ça qu'on crée des fictions qui vont toucher les gens, parce qu'effectivement, peu de gens s'intéressent à ce qui se passe sur une petite île à l'autre bout du monde. Ils ont envie finalement je ne vais pas dire de trouver des solutions, mais de trouver des résonances avec leur vie. Leur vie à eux. Ouais. Leur vie à eux. Revenons à la procrastination. Nathalie, sur ton site, il y a déjà en 2010, c'est un sujet qui te préoccupe depuis longtemps. Tu as listé quelques remèdes pour lutter contre la procrastination. Quelques exemples, travailler à heure fixe, on en parlait, s'éloigner de télé, de fenêtres, de téléphone, de consoles de jeux, de ce genre de distraction. La boîte mail aussi, ça a l'air d'être un gouffre. C'est un gouffre. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des conseils, je dirais, assez classiques de couper Internet, conseils que je ne suis absolument pas. Mais c'est bien, t'es sympa pour les autres, tu les donnes aux autres. Mais ça, je pense que ça dépend... la notion de distraction, en tout cas, est varie vraiment d'une personne à une autre.
Et je pense que justement, sans doute parce que je suis hyperactive, ça me fait du bien de faire plein de trucs à la fois. En revanche, c'est vrai qu'il y a des gens que ça perturbe. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment... je pense qu'on s'en rend compte assez vite. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de vraiment n'avoir aucune distraction au moment où ils travaillent. Pas d'internet, effectivement, pas de fenêtre, parce que le paysage pourrait... Oui. C'est Stephen King qui dit toujours que lui, il a besoin de bosser devant un mur, et puis en plus le plus neutre possible. C'est vrai que moi, c'est le contraire. Sur mes murs, il faut toujours qu'il y ait plein d'images, qu'il y ait plein de choses. J'ai besoin de voyager comme ça. Après, je pense qu'il y a un truc, par contre, qui est vital, c'est d'avoir un espace à soi et de mettre à distance l'entourage. Les conjoints, les enfants, les chiens, les chats. Tu disais avoir un conjoint qui travaille à l'extérieur et effectuera généreusement les courses à votre place Ça, pour éviter de les faire. Voilà, ça fait partie des choses à négocier qui sont pas mal. Tu veux dire par là, t'enfermer, en fait, c'est ça? Avoir un bureau fermé, peut-être, ou pas de distraction avec l'extérieur? Non, être dans une bulle, et je dirais, c'est ça qui est... Ça peut paraître paradoxal, puisque tout à l'heure, je vous disais que ça me fait du bien de discuter avec des confrères. Mais quand je travaille, j'aime être connectée à des gens, mais des gens qui sont dans la création, qui sont... j'ai envie de dire, dont la fréquentation va nourrir... Et puis, il y a une énorme différence entre parler sur Messenger, par exemple, et parler avec son conjoint ou au téléphone, où tu es dans l'obligation, là, de répondre, etc. Sur Messenger, si je suis en train d'écrire une phrase et des trucs comme ça et que Nathalie me répond, je suis un cuistre, elle va attendre, en fait. Je vais quand même attendre la très courte séquence de travail. Je vais pas lui la faire attendre 1h30 parce que... mais au moins finir la phrase, finir le truc. Personne ne croira que tu écris pendant 1h30. Exactement. Mais tu réponds quand tu as envie. Oui. Donc des fois, on a des conversations qui durent super longtemps, mais on se dit pas grand-chose parce que c'est juste qu'on est en train de travailler et on répond quand on a le temps. Ça, c'est quand même un grand, grand avantage des réseaux sociaux. C'est que tu gères ça. Au téléphone, je vais pas lui dire « Attends une seconde, travailler, le truc et tout ». Donc, Attends 1h30, je finis ma séance de travail. Non, mais effectivement, les réseaux sociaux, c'est comme une machine à café ou un open space. C'est à la fois ne pas être coupé, parce que je pense que c'est un aspect assez difficile aussi du métier d'auteur, d'être trop dans sa grotte, trop coupé du monde. Mais à côté de ça, comme dit Robin, si on s'organise bien, on le gère de manière à ce que ça soit pas une perturbation de notre travail. Je trouve que ça peut être aussi assez frustrant parce que tu es sur quelque chose que tu écris et ça va plutôt lentement en général, ce qu'on fait. On n'écrit pas un film en 2 jours et la semaine d'après on le tourne. Alors que tu vas sur Twitter et ça défile, t'as l'impression qu'il se passe plein de trucs, le monde avance et que toi tu traînes sur ton projet en fait. Ça peut aussi être un piège comme ça. Ça peut être un piège, mais j'ai l'impression que en tout cas ce qui me concerne justement, cette espèce de stimulation, me met moi-même dans une énergie, quoi. Après, c'est vrai qu'un projet prend du temps, mais ça fait partie ça fait vraiment partie du process. C'est d'ailleurs difficile à expliquer à certains producteurs qui voudraient que tout soit fait pour avant-hier. Et effectivement, quand on va trop vite, de toute façon, ça ne bénéficiera pas au projet. Mais je crois, en fait, tout ça, ça renvoie à des mécanismes très psychologiques, c'est très psychanalytique, en fait, là, le sujet du jour, parce que ça renvoie encore une fois de plus à la culpabilité, à peut-être aussi parce que quand on se lance dans ces métiers, au début, c'est difficile de faire comprendre à l'entourage que c'est un vrai métier, même si, effectivement, on passe beaucoup de temps à regarder le plafond, même si on travaille beaucoup au début sans être payé. Enfin, il y a toutes ces étapes aussi qu'il faut passer et qui sont difficiles, je dirais, psychologiquement, parce que pendant des années, on passe concrètement pour un gros branleur, qu'on passe 10 heures à écrire intensément ou pas, parce que les gens ne voient pas les gens ne voient pas le résultat, en fait. Les gens ne voient pas le résultat, ne voient pas les œuvres, ne voient pas les sous qui rentrent, ne voient pas... Donc effectivement, j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi pour ça que certains ne tiennent pas assez longtemps pour devenir auteur professionnel. C'est parce qu'il faut gérer. C'est très rare en fait de faire une carrière, de débuter tout de suite et puis tout va bien. Sauf quand on s'appelle Magic Robin Barato. Voilà, mais c'est pour ça qu'il est Magic aussi. Et du coup, il faut vraiment finalement, c'est un combat avec soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut trouver finalement peut-être cette routine, ces petits trucs aussi pour protéger cet espace et ce temps de travail. Nathalie, l'entourage, c'est quelque chose qui... Par exemple, tu peux raconter des choses de ce que tu fais à ton entourage ou au contraire, t'évites un petit peu ou... c'est pour savoir un peu ce que vous en pensez. On va dire que
mon entourage très proche, oui. Mais en fait, très vite, dans les sphères, j'ai beaucoup d'amis en fait qui se contrefoutent royalement de ce que je fais. Pas par méchanceté, mais juste parce que c'est très loin, je pense, tout simplement, de leur l'univers, de leurs envies. Il faut reconnaître aussi qu'au fil des ans, j'ai quand même, je pense, 90% d'amis qui sont dans le métier. Donc, C'est ça. avec eux, et en même temps, mais je dirais que ça fait partie de ces trucs un peu vitaux. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment une frustration, ça, de me dire, merde, déjà c'est difficile, et puis je peux en parler avec personne ne comprend. Le fait de rencontrer d'autres auteurs ou d'autres créatifs au sens large, ça m'a permis de trouver justement cet espace pour échanger, pour avoir cette émulation. Et du coup, naturellement, j'en ai eu moins besoin aussi avec les gens de la vraie vie qui voulaient bien encore me parler. Les gens de la vraie vie. Les gens qui ont un vrai métier. Je reviens sur ton article avec ces petits conseils que tu n'appliques pas. Tu disais aussi caler ces rendez-vous plutôt en fin de journée. Ah oui, ça j'applique par contre. Ah. J'essaie, Enfin, en début, en fin de journée, c'est vrai qu'il n'y a rien qui me fout plus en pétard que le rendez-vous de début d'après-midi, quoi. Celui de 15h30, par Voilà. exemple. Parce que comme disait Robin, on sait très bien, le matin, on sait très bien que ça ne sert à rien de s'y mettre concrètement, et qu'après, ça sera trop tard. Donc, c'est vrai que dans la mesure du possible, ou alors, quand j'ai vraiment un rendez-vous à 15h30, j'essaie d'en caler un avant ou un après, de me dire, bon, ok, aujourd'hui, c'est rendez-vous, et puis j'écrirai demain. Parce que ça, c'est terrible, quoi. avoir des enfants aussi, ça oblige à se lever tôt, tu le disais. Avoir des enfants, c'est à la fois une contrainte, et en même temps, moi, c'est un truc qui m'a boosté. En fait, j'ai eu un enfant tôt, en plus, donc avant même de devenir auteur. Donc, de toute façon, ça faisait partie du kit de base. Donc, quand elle était toute petite, il fallait gérer effectivement avec les heures de sieste, les heures d'école, les heures de tout ça. C'était pas un choix de carrière, quoi. Non, c'était pas. Mais en même temps, c'est vrai que là, pour le coup, mes plages d'écriture étaient vraiment chronométrées. Et donc, il n'y avait pas le temps d'être dans les atermoiements. Il fallait y aller, quoi. Et puis, à contrario, c'est vrai qu'un enfant, ça tombe malade. Un enfant, c'est aussi plein d'imprévus. Et que là, ça passe. Enfin. Voilà. Après, j'ai des grands souvenirs de moments de solitude où je me suis retrouvée en salle de montage avec ma fille ou de choses comme ça un peu compliquées à gérer, à faire comprendre. Mais effectivement, en tout cas, je trouve que avoir des enfants, ça pousse de toute façon à être actif aussi, et donc ce qui est plutôt une saine hygiène de vie. Toi, Robin, est-ce que tu as eu un enfant en cours de carrière ? Oui. Moi, j'étais déjà auteur. Oui. D'accord. Et alors, à quel point ça a changé ton quotidien ? Ta façon de travailler ? Pas énormément, parce que ma femme ne travaille pas, donc j'ai pas à gérer le... Alors après, ce qui change pas, c'est que moi, les enfants sont à la maison, parce que de toute façon, on est à la maison, nous, donc on va pas les foutre à la nourrice ou au centre de loisirs. En fait, c'est plutôt aujourd'hui que ça impacte. Maintenant, ils sont au collège, ils sont scolarisés à 25 bornes de la maison, il n'y a pas de transport. Ah oui. Donc ça veut dire des allers-retours en permanence. Donc ma femme gère, mais elle peut pas le faire non plus tout le temps, donc je fais beaucoup de routes. Mais à nouveau... D'abord, il se trouve que, bêtement, les entrées et sorties classe, c'est en début et en fin de journée, donc c'est relativement pratique par rapport à ce que disait Nathalie. Et c'est jamais perdu, parce que moi, donc, je fais 50 bornes pour l'aller-retour, et j'en profite pour réfléchir. Ça rentre déjà, je suis déjà dans cette espèce de temps d'échauffement dont on parlait tout à l'heure, en fait. Mais c'est marrant ce que tu dis. Enfin, l'échauffement, c'est complètement ça. En fait, l'écriture, c'est vraiment comme un sport. Oui. Après, ça dépend vraiment des gens. Moi, j'ai bossé 15 ans avec un auteur, donc Jean Renard. Il n'avait pas le cul posé sur la chaise, que déjà, il tapait, quoi. C'était vraiment on arrive, on prend un café, on aller leur voir aux gamins qui partent à l'école et tout. Il s'assoit, il se met à bosser tout de suite, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Vous travaillez chez toi, par exemple ? Chez lui ? Vous travaillez à domicile ? En fait, on travaillait... chez l'un ou chez l'autre, en fait. Non, c'était un gros bosseur. Pierre, avec qui je travaille en ce moment sur Marlowe, il a une capacité de travail... Alors, je ne vais pas dire capacité de travail. Donc, il bosse tout de suite. Il a un volume de travail, voilà. Il a un volume de travail qui est absolument impressionnant. Voilà, il faut faire avec. Hein. Est-ce que sinon, tu suis d'autres conseils que Nathalie On n'est pas au bout. Hein, on n'est pas au bout, on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Ça, c'était les conseils sages. Il y a un conseil un peu vicieux qui est de laisser en évidence la pile de factures. Ah bah oui, ça c'est une super motivation. ça c'est vrai que... Ça tu fais ? Ouais. Non, mais c'est... Non, puis en plus c'est rigolo parce que sur un des films sur lequel je travaille, je dois avoir le producteur au téléphone environ tous les 2 jours. Donc de toute façon... Oui. Et tu précises un peu provoquer de sévères crises d'angoisse. Donc vraiment, il faut être accroché. Non, mais c'est...
c'est plus une angoisse avec le temps. C'est aussi on prend l'habitude avec les années, heureusement. Mais c'est sûr que la nécessité de... En fait, c'est ça, c'est qu'au début, on a peur de ne pas gagner sa vie. Donc, c'est une angoisse. Et puis après, on la gagne bien, mais on a beaucoup de deadlines, beaucoup de travail, ce qui peut être un peu anxiogène. Mais je me dis toujours que je préfère ça plutôt que de ne pas savoir comment je rembourserai mon emprunt le mois d'après, quoi. Tu nous parles aussi de faire un exercice de visualisation. Imaginez la réaction du producteur si tu respectes pas la deadline. C'est-à-dire, imaginer les conséquences si tu fais mal ton travail, en gros. C'est ça. De toute façon, le temps, c'est très relatif selon que ce soit notre temps à nous auteurs ou celui du producteur. Mais après, basiquement, il y a un truc tout con, c'est que sur les contrats, sur le step deal, les dates de rendu sont indiquées. Bah oui. Et que, bon, ça arrive assez rarement, mais dans les faits, si on ne respecte pas ce deadline, on est virable, quoi. Donc, ça, c'est aussi un truc qui motive. Afficher la page des... Les contrats. Afficher le contrat sur ton bureau, à côté des factures. À côté des factures. En sachant qu'a priori, tu peux aussi négocier au contrat ta durée de travail. C'est Oui. possible si tu t'entends bien avec le producteur. Mais ça dépend tu peux après. l'anticiper, ouais. En télé, par exemple, tu as les dates de tournage souvent avant même Oui. d'avoir commencé C'est vrai vraiment qu'en télé, c'est plus l'écriture. compliqué. Mais même en cinéma, il y a, selon les projets, il y a des... Là, par exemple, sur le film que j'ai créé avec Marie, enfin, on a vraiment un calendrier hyper serré. Donc, il n'y a pas le choix, quoi. Oui, on parlait tout à l'heure des factures comme motivation à travailler. Mais c'est aussi, pour le coup, c'est un vrai problème. Bon, les factures et tout ce qui relève du problème, en fait, d'un problème qui t'arrive, des problèmes que tous les gens ont. Mais c'est quand même un travail qui demande un petit peu de concentration. Et ça veut dire qu'il faut être capable de faire abstraction des problèmes que tu as. Alors là, on parle de factures, donc les problèmes d'argent, il faut être capable de... Tu vois, t'as le banquier qui t'appelle, t'as le fils qui t'appelle, t'as des trucs, t'as les recommandés, et toi, il faut que tu te dises, ok, maintenant ça, tu mets tout ça de côté et tu te concentres, parce que si t'es pas concentré, tu sortiras pas une ligne. Donc c'est vrai pour tous les problèmes en fait. Alors les gens qui travaillent, les gens normaux, qui ont des jobs, ils partent au boulot en fait, et mine de rien, ils changent d'univers. Ouais. Et ça te permet déjà de couper le truc, quoi. Toi, quand tu as des problèmes, tu restes dans ton univers, quoi, et tout te ramène. Toi, on parlait des factures comme motivation, mais tu as la facture aussi, tu as les posées sur le bureau, tu travailles et tout, et puis tout d'un coup, tu as les yeux qui se posent là-dessus, et hop, ça te revient en pleine gueule, en fait. Et à nouveau, il faut être à nouveau capable de reconcentrer tout. Après, la tactique consiste à planquer la facture. Moi, j'ai plus tendance à planquer pour pas que ça te déconcentre, mais après, tu les oublies. Oui, donc tout ça, c'est lié, en fait. Tout est vraiment lié. D'ailleurs, il y a des auteurs qui préfèrent travailler en dehors de chez eux, justement aussi pour mettre à distance. Moi, j'ai connu des auteurs qui louaient des bureaux. J'ai connu même un auteur qui louait un bureau dans son immeuble. Mais le simple fait de descendre 3 étages et d'être dans un univers de travail l'aidait vachement. Aujourd'hui, je sais pas si les gens continuent à louer des bureaux, mais aujourd'hui, il y a des espaces de coworking qui explosent. Juste la maison des auteurs ici. Ou les bistrots aussi. Tu peux réserver un bureau pour la semaine d'après et tu as un bureau qui est plutôt neutre, en fait, sans distraction. Ah oui. Oui, voilà, donc chacun... On n'a pas le choix, c'est sobre et il n'y a rien d'autre à faire que bosser. En fait. Oui, moi je préfère vraiment travailler chez moi, mais c'est vrai que... Là, c'est marrant parce que pendant quelques années, j'ai été privée de bureau parce que, en revenant à Paris, j'ai emménagé dans un appartement petit. Et donc, je bossais, j'avais un tout petit coin dédié dans la chambre, mais je bossais beaucoup au salon. Et là, récemment, j'ai pu récupérer une pièce, justement, avoir à nouveau un bureau, une pièce dédiée. Et ça, c'est quand même le luxe ultime parce qu'on peut vraiment choisir ceux dont on s'entoure, quoi. Ceux CE et ceux CEUX. Et ça, c'est génial. Moi, c'est vraiment un truc, je suis à la limite un peu fétichiste de ça, mais je me crée ma petite bulle pour être dans le meilleur état d'esprit possible pour bosser. Par rapport à ce que dit Nathalie, Robin, toi, tu as une pièce dédiée à ton travail ? Ah oui. T'as un bureau, j'ai un bureau. Pareil, tu t'es fait ton petit truc. Oui, alors je suis peut-être moins maniaque que Nathalie. Moi, c'est plus les choses qui arrivent comme ça et puis qui restent. Donc, il n'y a pas une décision de dire, tiens, je vais mettre ça là ou je vais mettre ça là et tout. Quoi. C'est-à-dire que... Mais du coup, au bout d'un moment, ça crée un univers. Oui, malgré ça. Ouais. Et j'ai une proportion, par exemple, à avoir un bureau qui est en bord... Le bureau, le meuble, je ne parle pas de la pièce, mais le meuble qui est dans un bord. Alors, j'ai un bureau qui est très grand. Il fait près de plus de 2 mètres. Il est tout le temps en bordel, en fait. C'est hallucinant. Et donc, régulièrement, je range, parce qu'il y a un moment où vraiment, tu n'y arrives plus. Tu n'as même plus la place de poser les poignets pour... Donc, tu ranges, et 3 jours après, c'est à nouveau le bordel, en fait.
Eh ben là, c'est pareil, c'est la même chose que tout à l'heure sur dont on disait, et le temps perdu. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut assumer que tu as aussi besoin de ça pour travailler. Mais en fait, inconsciemment, c'est une technique aussi. Ranger son bureau, ça va t'aider à réfléchir à ton projet. Ah bah oui, de toute façon, oui. Mais je pense qu'inconsciemment, le fait de refoutre tout de suite du bordel, c'est aussi recréer un univers plus favorable à la concentration, en fait. Plus le bureau est grand, et plus grand est le bordel. Et c'est pas parce qu'il est plus grand que tu auras moins de choses à Ah oui, mettre non, dessus. mais ça c'est vrai pour tout Ça dans la remplira maison, en toujours. fait. Tu passes d'un appartement de 40 mètres carrés à un appartement de 150, tu dis une maison de 150, tu dis bon, c'est génial. Tu vois, et puis en fait, au bout de 6 mois, tout est plein et t'as Ouais. plus de place. Nathalie? Mais alors ça, c'est vraiment le rangement de bureau. Moi, c'est vraiment super important. Mais alors, effectivement, moi, le mien reste petit, donc c'est le bordel 3 fois par jour. Je suis obligée de le ranger. Mais il y a vraiment des moments dans l'année où j'ai besoin de faire un rangement, mais vraiment façon tornade, quoi, de tout sortir, de tout re-ranger. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez génial parce que ça permet de faire le point sur tous les projets en cours, de retrouver des notes qu'on a prises sur telle ou telle idée. Et en fait, je trouve ça vraiment génial de ranger son bureau. Pour moi, c'est le meilleur moyen justement de procrastiner utile. C'est que j'ai l'impression de ranger ma tête en Oui, fait voilà. quand je range. Je voulais dire, en rangeant ton bureau, tu ranges ta tête. Complètement. Et après, quand je fais ça, après, je me sens bien. Enfin, je suis remontée comme un coucou suisse. C'est génial, quoi. Tu nous as promis des remèdes créatifs pour ne pas procrastiner. Est-ce que tu les as ramenés dans ta petite valise? Ma petite valise, ouais. Je dirais que ma méthode number one, c'est le journal. En fait, je tiens des journaux, un pour l'écriture et un pour la réalisation. Quand tu dis journal, c'est... Des Moleskine, enfin bon, des carnets, Des quoi. carnets, Enfin, ouais. Alors, je le fais quasiment tous les jours, ou presque. Ça me permet une fois de plus, un peu de ranger, j'ai envie de dire, ranger mes idées, C'est pas tellement une histoire d'organisation, finalement, c'est plus un dialogue avec soi-même, j'ai l'impression, mais qui nourrit beaucoup. C'est un peu ce dont parlait Robin en voiture, quoi. Ça me permet de. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a certains, notamment mon carnet qui a trait à l'écriture, je le relis assez rarement. J'ai l'impression que le processus d'écrire, de prendre ses notes, m'aide à maturer, à me mettre en état, quoi, d'y aller, quoi. Par exemple, ce journal, tu vas faire un bilan de ta journée de travail, par exemple? Ça peut être ça ou... Ça peut arriver. En général, c'est un peu un bilan des projets en cours, parce que j'en ai toujours plein en même temps. C'est aussi ça peut être un bilan de certaines rencontres. Ça peut être, j'en ai un. Enfin, alors après, moi, c'est mon côté, voilà, hyperactif. C'est qu'après, du coup, vous avoir tous les deux, en fait. j'ai 15 carnets à peu près. Et j'en ai un notamment où je note juste en vrac mes idées, mes envies de sujets, d'autres qui sont plus de l'ordre de l'organisation, d'autres qui... Mais j'ai besoin en tout cas de faire ça à la main. Et d'ailleurs, de toute façon, mes projets de toute façon commencent à la main. Ouais. C'est vraiment je sais pas si c'est une forme de gymnastique, de mental, mais ça m'aide effectivement à me mettre dans le bain, et ça m'aide effectivement dans les moments où j'ai pas envie ou pas le temps. Le fait de pouvoir justement au moins dédier du temps à cette prise de notes, je trouve que c'est une occupation utile. Enfin, c'est pas une perte de temps en tout cas. Ah non, vraiment. Mais maintenant, c'est même devenu une partie du rituel d'écriture à part entière, quoi. Une routine. Ouais. C'est de la science-fiction, ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que moi, je crois que je dois avoir une 50aine de films diffusés. Et 2 post-it. Je n'ai jamais pris de notes, en fait. Je suis incapable de prendre une note, en fait. Mais c'est un point où c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que je vais avoir une idée de film ou une idée de truc, et j'y pense, et c'est super excitant, etc. Et je dis, tiens, il faut absolument que je le mette sur papier et tout. Je le mets devant l'ordinateur et c'est fini, quoi. C'est bloqué, impossible. Donc je ne prends jamais de notes, quoi. T'as toutes tes notes dans ta tête, en fait, c'est ça? Mais je garde tout dans la tête, ouais. C'est une autre gymnastique, en fait. C'est une autre façon de faire, faire, en fait. Ouais, c'est cool. Alors des fois, j'ouvre. J'ai plein de bonne volonté, je fais ma Nathalie Lenoir, donc j'ouvre des trucs et là, je bosse et tout. Puis à un moment, alors moi je range aussi parce que le bureau de l'ordinateur, et comme le bureau, le meuble, c'est-à-dire qu'au moment ça devient un bordel. Donc régulièrement, je fais le ménage comme ça. Et puis je vois un document avec le titre du scénario sur lequel je bosse avec marqué notes. Alors là, je suis plein d'espace. Je me dis, putain, j'ai dû noter les notes et tout, je vais avoir des trucs. Et je l'ouvre et en fait, 9 fois sur 10, il est vierge. Et la plupart du temps, j'ai même pas mis le nom du truc, j'ai même pas mis de titre, rien, quoi. Je me fais des fausses joies tout seul.
Et pour ranger, tu fais un dossier qui s'appelle Arranger et tu mets tout dedans. Ouais, ça s'appelle corbeille. Est-ce que tu as d'autres remèdes, Nathalie? Ouais, j'en ai trouvé un. Alors, le premier demande quand même une certaine rigueur. Faut pas le. Oui, une rigueur, mais c'est un plaisir. Après, Après, faut voir comme un plaisir. Du coup. Il y a des jours Si où on aime ça, je me dis pas chaque jour entre 8h et 9h, je prends des notes. C'est à la cool. C'est quand Ça se fait tout seul. ça se fait tout seul en fait. Mais j'ai remarqué qu'en tout cas, j'ai besoin d'y revenir régulièrement et que quand je bloque, dès que je sens que je bloque un peu sur la partie écriture elle-même, je me mets à faire ça, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que pour aller dans ce sens aussi, je fais ce que j'appelle des cahiers d'inspiration, surtout pour les projets que je réalise, donc où je joins l'image à l'écrit. Ça fait rire tout le monde d'ailleurs. D'ailleurs, ma fille, elle me dit toujours, quand elle me voit en train d'étaler des photos partout avec ma colle plein les doigts, elle me dit « Ah, ça y est, t'attaques un nouveau film ». Mais c'est... Tu fais un mood board papier, en fait. Je fais un mood board papier. Après, j'en ferai un en PDF pour la prod, pour la mise en prod. Mais voilà, c'est complètement ça. T'as un style à l'ancienne, en fait. C'est marrant parce que je suis à la fois très, très geekette et en même temps, oui, c'est vrai que j'ai un rapport au papier. Après, pour des projets de réalisation, ça a du sens, puisque c'est la direction. C'est presque la direction artistique que tu fais. Tu es déjà en train de chercher un des visuels. Complètement, des castings. en fait, voilà. Mais je dirais même que c'est une sensualité aussi de l'écriture, effectivement, d'avoir de l'encre et de la colle plein les doigts. Je sais pas, ça me met dans un état de joie intense. Je peux comprendre, parce que tu passes ton temps à écrire sur un clavier, c'est vrai que c'est pas très sexy au final, et retoucher du papier, avoir de la matière. Non, puis surtout, le moment où je me mets au clavier, effectivement, c'est que le projet a déjà assez maturé. Tu t'es lavé les mains. Ah bah oui. Oui, quand même. Ah bah je m'inquiète un peu. Bien sûr. Ton clavier. Ah non, mon clavier, j'en prends soin. Mais du coup, non, mais c'est presque aussi, je sais pas si c'est un garde-fou, mais quand je me mets effectivement à l'écriture clavier, et à partir du moment où j'attaque la partie informatique, je reviens pas, rarement en tout cas, sur la prise de notes à la main, mais c'est que je sais que c'est assez infusé dans ma tête pour y aller, quoi. Donc il y a des cahiers d'inspiration. Donc j'ai mes cahiers. Ça c'est bien. Et récemment, en fait, comme j'avais déjà pas assez de temps, je me suis dit que ça serait super cool de me lancer dans une nouvelle discipline artistique. Donc je me suis mise au piano. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au début, c'était plus pour me laver la tête, mais que c'est aussi une gymnastique finalement mentale. Je vais pas dire que je réfléchis à mes projets quand je joue au piano parce que ça demande une concentration intense, surtout quand on apprend. Mais j'ai l'impression que ça décrasse mes neurones, je sais pas comment dire, que ça fait du bien. J'ai envie d'anticiper sur la suite, mais j'ai discuté avec une directrice d'écriture qui me disait, moi je fais de la harpe, et ça me permet d'avoir une sorte de satisfaction, un plaisir immédiat, dans le sens où j'ai un résultat tout de suite de ce que je fais, contrairement à l'écriture où on a un résultat mais on a du mal à voir ce que ça va donner, ou des fois ça ne donne rien parce que c'est pas très bon ou que ça se met pas en route en fait. C'est complètement ça. Je fais de la photo aussi, bon, ça c'est complètement ça, c'est cette immédiateté. C'est-à-dire que t'as un résultat tout de suite, quoi. Tu vois la photo. Puis bon, ça c'est vraiment une de mes passions premières, mais en fait la photo nourrit... En plus, on est quand même dans des écritures qui sont visuelles. Hein. Moi, j'ai vraiment besoin de ce rapport à l'image pour nourrir l'écrit. Mais l'exemple du piano de Nathalie, c'est un point alors qui est très proche de la procrastination, mais qui est complètement différent. C'est-à-dire que la procrastination, peut-être que j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de maturation du travail, donc il y en a, ça c'est un fait. Et puis il y a aussi donc ce qu'on va appeler l'aération, s'aérer l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a un moment où physiquement tu bloques, psychiquement tu bloques sur le truc, c'est-à-dire que tu n'y arrives plus. Donc là tu es dans le boulot, là tu as commencé à travailler, puis à un moment tu n'y arrives plus, tu es fatigué, etc. Et là il faut être capable, mais là encore c'est un travail à faire sur soi, et il faut être capable de dire ok, ça sert à rien parce que là de toute façon je perds mon temps, ça va pas avancer, et donc il faut aller s'aérer l'esprit. Donc tu peux aller jouer au piano, tu peux aller faire du piano, tu peux aller te balader, tu peux regarder un film, tu peux faire une sieste, n'importe quoi, mais de toute façon ça sera plus profitable. Sauf que c'est super dur de se dire ça, de se dire perdre 2 heures c'est gagner du temps en fait. C'est très compliqué en fait. Mais une fois que tu as compris ça, là pour le coup, c'est pas ta tête qui est en paix, c'est ton travail qui est bien meilleur, parce que tu coupes, tu fais un break de 2 heures, tu t'y remets, et en fait ça va tout de suite aller beaucoup mieux. Une question, ça vous arrive souvent ce genre de blocage ou pas, de se dire oh là c'est bon, j'arrête, je vais faire un tour, juste pour savoir un petit peu, pour se rendre compte? Oui, régulièrement. Enfin, oui, quand même. Ouais. Mais ouais. Non, mais c'est normal. Le truc, c'est trouver des moyens, comme je disais tout à l'heure, pour bien le vivre. Ouais, et moi, c'est souvent, ça relève de la fatigue physique, en fait. La fatigue psychique, d'ailleurs, devient de la fatigue physique, donc c'est souvent en fin de journée,
Et donc, je vais pas faire un break, je vais dire, ok, c'est fini, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, je vais te remettre au boulot à 21h, et puis t'es à 21h, tu y vas, et puis tu vois que tu y es pas, quoi. C'est compliqué, que t'es fatigué. Mais toi, tu sais ce que tu dois écrire, mais tu n'y arrives pas, ou tu lis ta phrase, elle est nulle. Donc, il y a un moment, elle est à 21h40, 45, tu te dis, ok, ça sert à rien, allez, on arrête, et puis, si on regarde un film, on va se coucher, mais ça sert à rien. De toute façon, tu vas faire que de la merde. Je ne sais plus quel auteur disait, je trouvais ça vraiment intéressant, que dans sa routine, justement, il se forçait à arrêter toujours quand il est encore en pleine inspiration. De manière à savoir que quand il allait s'y remettre, il avait déjà du jus, en fin de compte, pour attaquer directement la journée suivante de travail, plutôt que de vraiment s'assécher. Et je trouve que c'est vraiment une bonne méthode. Ouais, moi, c'est un truc que j'aime bien aussi. C'est quand tu bloques, d'un coup, c'est parti, tu te mets dedans et tu as une bonne énergie et ça commence à venir. Tu peux t'arrêter là parce que tu sais que tu vas reprendre au même niveau le lendemain. Après, moi, il y a un truc que je fais aussi pour Camération qui va plaire à Adrien, c'est le vélo, en fait. Ah bah tiens, avec plaisir pour en faire un jour. Et mine de rien, tu t'arrêtes, t'es fatigué, t'es vraiment fatigué, quoi. C'est-à-dire que t'arrives plus à aligner 2 phrases et tout. Tu sors, tu prends le vélo, tu vas faire 1 heure, 2 heures de vélo, tu reviens. Et en fait, la fatigue, c'est de la fatigue saine. Et un peu que c'est comme une dynamo. C'est-à-dire qu'en fait, tu crois on peut penser à l'extérieur qu'on s'est fatigué physiquement. Et en fait, non, t'as rechargé la dynamo. Tu prends une douche entre temps. Et tu te remets au boulot. Et en fait, t'es plein d'énergie. Et pour le coup, quand tu fais du vélo, notamment, alors que ce soit sur route ou en chemin, enfin, ou en forêt, t'es obligé d'être concentré parce que sinon tu meurs. Hein, surtout sur route. Donc, t'es concentré. Donc, tu te fais vraiment le vide dans la tête. Ouais, c'est vrai. Tu fais le vide dans le corps, tu reprends de l'énergie, tu te remets au boulot et c'est nickel en fait. Le gros travail, c'est vraiment d'être capable de se dire, bon là je coupe 2 heures sans culpabiliser, quoi. Oui, c'est l'intégrer à une routine en fait aussi, où tu dis bah voilà, c'est comme ça me fait du bien, donc pourquoi pas, quoi. Oui, alors après tu peux l'instaurer. Moi une fois, il y a un voisin qui m'a dit un truc très juste. Moi j'habite à 80 bornes de Paris, en fait les gens travaillent en majorité sur Paris en fait. Et il me disait, mais en fait tu te rends pas compte, mais par rapport à des gens normaux, qui ont leur journée de travail de 8 heures, tu gagnes facilement 2 à 3 heures, qui sont les 2 à 3 heures de transport. Ça, c'est clair. Oui. Et donc, plutôt que de les passer, parce que moi, du coup, je fais des journées continues, quand il dit, tu devrais prendre les 2 ou 3 heures et faire autre chose. Et tu te mets au même niveau, tu perds le même temps que tes voisins, sauf que tu as fait quelque chose qui, a priori, est plus intéressant et que de prendre le transport en commun, tu vois. Moins fatigant, en tout cas. Donc, tu peux te taper tes 2 heures de vélo sans culpabiliser, en fait. Après, tu as la chance de pouvoir d'avoir des environnements plus propices pour faire du vélo. C'est vrai qu'à Paris... Mais tout marche, hein. Tu peux aller nager. Oui, voilà. Mais c'est vrai, façon que, pour revenir à cette métaphore du sport, il faut avoir une bonne hygiène de vie aussi pour écrire, pour pouvoir fournir justement ce travail. Donc effectivement, faire de l'exercice, c'est indispensable. Moi, je marche énormément. C'est vraiment vital. Oui, parce qu'on passe quand même nos journées assis devant un écran, quoi. C'est pas non plus... Mais moi, alors ça c'est drôle aussi. Moi qui ai la bougeotte, je passe ma journée à me lever. Enfin, je gigote. Pour le coup, je travaille 10 heures par jour, mais je peux pas rester 10 heures le cul sur ma chaise sans gigoter, quoi. C'est impossible. Y a-t-il d'autres remèdes créatifs dans ta besace, Nathalie ? Non, après, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait de se cultiver, effectivement, d'aller beaucoup au cinéma, de lire. Tout à l'heure, tu parlais de podcast, Mathieu, mais vraiment, ça, c'est aussi, moi, c'est un truc qui fait partie aussi de ma petite routine. J'aime bien quand j'ai le temps de commencer ma journée comme ça en écoutant un podcast. En général, je fais ça tout en faisant ma revue de presse. Le nôtre, évidemment. Le vôtre, oui, évidemment. En boucle. Le vôtre, à chaque fois. Non, mais voilà, mais j'écoute que les épisodes où je suis. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup aussi, par exemple, les masterclass de France Culture, qui sont vraiment, enfin, selon les invités, mais c'est assez fascinant. T'écoutes des podcasts qui sont en rapport avec ce que tu vas faire ou pas du tout ? Non, mais avec la création. Tout simplement. La culture, la création. Écouter des gens, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir des amis qui font le même métier, c'est toujours ce côté. Alors là, c'est pas un échange, puisqu'on fait qu'écouter, mais se nourrir aussi de l'expérience des autres. Moi, je trouve que ça me met de bonne humeur et dans une bonne dynamique. Merci beaucoup pour tous ces petits conseils. On a fait le tour. Sympa. Je regarde, je relis ma petite liste. Nathalie, c'est quand même la seule qui, invitée à un podcast sur la procrastination, arrive avec des notes sur papier. C'est-à-dire qu'elle a bossé pour préparer un sujet sur les gens qui bossent pas. Voilà, c'est ça. Ça résume bien. Ça résume bien ma vie. Est-ce qu'il y a un truc que vous vous surprenez à faire régulièrement au lieu d'écrire ? Un petit tic, caresser le chat ou le chien ? De toute façon, le chat, moi, il me laisse pas le choix vu que je suis entourée de chats. Mais un truc, tu dis, ah mince, je suis encore en train de faire ça au lieu d'écrire. Non, moi, il y a un truc que je fais quand je travaille, c'est en fait, en face de moi, j'ai 2 fenêtres, et au milieu, il y a un bout de mur, et
en haut, j'ai une horloge digitale. Vous savez, comme celle qu'on a dans les studios de radio. Ah oui. C'est rouge avec le petit point l'heure qui et fait puis le les tour. points, les secondes qui... Et je suis fasciné. Ça fait des années qu'elle est là et je suis fasciné. Et je me retrouve des fois à regarder ça de manière... Et je regarde le petit point et tout. Et en plus, je trouve que j'ai un meuble devant. Et donc, j'ai toute la partie, en gros, entre 25 et 35 que je ne vois plus parce que ça passe derrière le meuble, en fait. Et donc, je suis là et j'attends, en fait, que le point revienne. Comme ça. Et j'ai cherché à la retrouver, ce modèle-là, parce que je me dis, le jour où elle est en panne, j'arrête d'écrire, quoi. C'est ça le secret, en fait, de tous ces films et séries diffusées que tu as écrites. C'est juste l'horloge. cette horloge, quoi. Et puis, c'est directement lié au sujet du jour, parce que du coup, tu vois le temps passer. Ah oui, Au là, sens pour le premier du coup, terme. Ah oui, c'est clair. Nathalie, t'as rien comme ça? Les trucs moi, ça serait les réseaux sociaux, les trucs comme ça. C'est vrai que C'est-à-dire que tu j'y passe beaucoup de temps. es en train de travailler et d'un coup, t'es sur Facebook et tu sais pas comment c'est arrivé. C'est ça. En fait, mais c'est pas ma faute. Ouais. Mais Ça peut arriver. on m'oblige, en fait, tous mes contacts m'obligent à passer plein de temps sur les réseaux sociaux. Mais c'est une récréation. Enfin, là encore, j'y passe pas non plus. Enfin, c'est des petits. Mais moi, ça me. C'est parce que Robin t'a écrit. C'est ça, en fait. Voilà, T'es déjà, obligé de répondre c'est à la son faute de message Robin. Je tiens à le dire haut et fort. Et puis, non, mais ça fait du bien, quoi. C'est comme, en fait, quelqu'un qui travaillerait dans un bureau et qui irait à la machine à café. Mais si je comprends bien ta question, l'idée, c'est des petits rituels et tout. Enfin, pas des rituels d'ailleurs, mais des trucs qui nuisent à l'écriture. Les petits À ton tics. travail, c'est ça? Parce que moi, Facebook, par exemple, ça nuit pas, en fait. C'est-à-dire, ça fait partie de ce que je disais, c'est une aération, en fait. C'est-à-dire que je vais pas écrire non plus H24, et il y a un moment où tu lis, tu passes, et tu reviens où tu en étais. Par contre, il y a un truc absolument redoutable que je déconseille aux gens de faire, c'est de se dire, voilà, je commence à 9h. Et puis t'arrives, donc déjà, t'arrives, il est 50. Tu dis, bah attends, je vais pas mettre à bosser maintenant, parce que j'ai dit 9h. Donc tu attends, toc, toc. Et puis, en fait, comme tu es en train de lire, de regarder tout, à un moment, tu arrives, il est 9h05, 9h10, et là, tu dis, ah putain, j'ai loupé 9h, bon, bah, j'attends 9h30. Et donc, tu attends 9h30, tu te remets pas au boulot, tu attends 9h30, et puis, évidemment, tu laisses passer, et puis à 35, c'est trop tard, donc tu vas attendre 10h. Et puis, à un moment, arrive, il est 11h, 11h30, et tu dis, bon, ça sert à rien de se mettre maintenant, de toute façon, il faut aller sortir le chien. C'est comme quand j'étais au lycée, ça, avec les cours. Ah, bah, j'ai déjà séché 2 heures, pourquoi aller aux 2 heures d'après ou... Ça, c'est vraiment un truc. C'est parce que t'as une grosse horloge devant toi que tu constates ça. Et que Oui, mais ça te c'était préoccupe comme ça déjà avant l'horloge. Du coup, tu conseillerais aux gens qui auraient cette habitude de vouloir un peu passer du temps avant de travailler, d'en profiter, de se dire, bah, ça fait partie de vous, allez-y, et puis comme ça, vous vous mettrez d'autant plus efficacement au travail ensuite. Oui, tout en sachant qu'il faut vraiment être quand même dans cette espèce de mood du travail, quoi. C'est-à-dire que tu te dis pas, tiens, je vais regarder un film tranquille et tout ça. Il faut vraiment. C'est un échauffement, ouais. Ouais, c'est vraiment de l'échauffement. C'est-à-dire quand tu fais de l'échauffement, tu te dis pas, de toute façon, je vais aller courir dans 1 heure, donc je vais aller faire la sieste. Non, tu passes 1 heure à t'échauffer. Moi, les gamins, mon fils fait de la natation. Avant les compétitions, ils ont 1 heure d'échauffement. Ils passent 1 heure à s'échauffer. Ils vont pas discuter ou prendre un café à côté, quoi. Parce que sinon, ils vont exploser en vol, en fait. Là, c'est la même chose. Il faut vraiment passer 1 heure, 2 heures, le temps qu'il te faut, à te baigner là-dedans, à chauffer, à monter en pression, en quelque sorte. Et quand t'es prêt, ça y va. Ça passe par quoi, Robin, du coup? Il y a Facebook, mais tu regardes l'actu, par exemple, ça? Tu regardes ce qui peut avoir en rapport avec ton projet ou pas du tout? Ou c'est vraiment déconnecté? Non. Ou... Non. Bah, si, après, tu peux te faire partie des excuses, en fait. Quand t'es un glandeur, t'as des tonnes d'excuses, en fait. Et t'as celle-ci, te dire, bon, bah oui, effectivement, je vais aller lire tel article ou tel truc parce que c'est un lien très lointain, mais un lien avec ton travail, avec le sujet. Et puis évidemment, tu vas de lien en lien et tu te retrouves à lire des trucs qui n'ont absolument aucun rapport. mais t'es parti d'un article qui en avait un vague. Mais de toute façon, moi, je reste, quand je glande comme ça, je reste au bureau, en fait. Je reste devant l'écran. C'est toujours sur l'écran, en fait. Oui, parce que j'ai toujours cette espèce d'espoir. En fait, c'est ça, je vous dis, moi, ça fait 20 ans, donc je devrais commencer à... Mais en fait, tu as toujours cet espoir fou de t'y mettre. Tu vois, te dire, putain, on sait jamais ce qui va se passer. Tu vois, Peut-être qu'à 9h, je serai en train d'écrire plein de Ben mots. ouais, c'est ça. Donc, bon, puis après, je vous ai dit, ma femme travaille pas, donc je vais pas non plus me mettre à aller faire des trucs et tout, parce qu'à un moment, elle, le concept de la maturation, elle s'en fout. Hein. L'autre jour, il y a mon fils qui vient comme ça, il me fait mais tu travailles pas en ce moment? Parce que chaque fois que je venais, à chaque fois qu'il rentrait dans le bureau, j'étais sur Facebook, j'étais sur un truc comme ça. Alors, c'est pareil, j'ai pas essayé de lui expliquer, en fait. Hein. Tu lui feras écouter le podcast, comme ça il comprendra enfin. Ouais. Ça fait partie de notre boulot. Dans tes conseils, Nathalie, il y avait éloigner la console de jeu. Et c'est marrant parce que
Moi, je l'ai ramené, la console de jeu, mais pas pour procrastiner, mais pour faire des pauses où des fois on s'autorise Oui, de jouer. bien sûr. Et j'ai l'impression que le ludisme, enfin en tout cas jouer, ça me manquait moi dans ma vie d'auteur. Et le fait de d'avoir repris une console et de jouer, c'est vachement sympa. Je trouve que ça fait du bien en fait. Et ça fait partie de ces petits trucs qui peuvent aider. Mais je pense qu'on a besoin effectivement d'avoir d'autres disciplines plus ou moins en rapport avec la création. C'est vrai que le jeu, c'est aussi une cogitation qui finalement n'est pas si mauvaise, pas si nuisible. Voilà. Après, tout est question. Mais en fait, tout est question de dosage, quoi. C'est finalement, je pense que c'est ça. Finalement, la procrastination, elle doit être finalement, organisée un temps soit peu. C'est peut-être ça qui la différencie de la vraie glandouille ou de la fuite, comme on disait tout à l'heure, ou vraiment de la personne qui se ment elle-même et qui dit qu'elle écrit alors qu'en fait pas du tout. Mais je pense que de toute façon, quand on est auteur de métier, on a aussi des contraintes qui font qu'on est bien obligé de s'y mettre à un moment ou à un autre et on se connaît et finalement on sait qu'il y a certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber justement pour rester productif. Le secret, c'est de se connaître ses limites et savoir comment on marche. Ouais. Savoir ce qu'on veut aussi. Savoir ce qu'on veut, parce que si tu veux être auteur, tu dis, bon, faut quand même le faire, quoi. Selon vous, est-ce que la procrastination est plus forte en début de projet ou en plein dedans ? Ils ont susceptible d'arriver où on peut repousser ou en milieu, peut-être, ces petits ventres mous, on s'essouffle. En début, moi, en général, quand je commence un projet, je suis surexcitée. Je suis en immersion totale, j'ai envie de tout lire, tout voir ce qui a un rapport. Et puis il y a toujours un moment, donc on s'y met, c'est super, mais il y a toujours un petit moment au milieu où je ne sais pas si je perds l'énergie, mais où en tout cas je m'essouffle un petit peu. Donc c'est peut-être là où je suis la plus vulnérable. Et puis après, en général, une fois que la machine est relancée et que c'est pareil, je retrouve cette excitation de me dire c'est bientôt fini. Donc ça serait plutôt à ce moment-là, moi je crois. Moi c'est plutôt pendant les 3/4 de l'écriture. À la fin, non, parce que la fin, il y a un truc tout bête, dont on n'en a pas parlé, mais c'est qu'il y a un moment où il y a un temps incompressible d'écriture. C'est-à-dire que il y a un moment où tu peux plus glander, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le travail, il faut le faire, physiquement. Donc, de toute façon, tu n'as plus le temps. Parce que, alors, moi, je travaille énormément dans l'urgence. À nouveau, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut assumer. C'est-à-dire que tu as 3 semaines pour faire un travail qui prend 3 semaines. Donc, tu es tranquille. Sauf que je suis incapable de m'y mettre. Enfin, toi, si on deal avec le producteur le lundi, je vais pas me mettre au boulot, quoi. En rentrant, c'est pas possible. Donc, tu dis, je vais m'y mettre demain. Et puis, demain, c'est bon, 3 semaines, c'est tranquille. Donc, tu repousses. Et puis, alors, au début, tu vas le faire en 2 semaines et demie. Et puis, tu t'y dis, en fait, c'est passé super large. Donc, la fois suivante, tu te dis, allez, je vais le faire en 2 semaines. Et puis, là, tu t'y dis, tu le fais une fois ou deux, tu te dis, en fait, c'est quand même assez tranquille en 2 semaines. Donc, tu le fais en 1 semaine et demie, puis, etc. Puis, à un moment, t'arrives à l'extrême limite qui est que tu le fais en 3 jours. Mais là, en 3 jours, tu n'as plus le temps de procrastiner, en fait. C'est-à-dire que là, tu es obligé d'y aller, quoi. C'est marrant parce que moi, c'est l'inverse, en fait. Quand je négocie un deadline, en général, je demande plus que le temps que je sais qui va m'être nécessaire. Je le fais tout de suite, justement, pour éviter, parce que moi, ça m'angoisse un peu de faire les trucs au dernier moment. Et après, justement, je sais que je vais avoir un temps pour relire à la cool. Et envoyer une journée avant. Et limite, et là, le prod va me dire waouh. Excellent. Mais ça, je suis incapable. Enfin, je rêve de faire ça pour être débarrassé. Pour être tranquille, en fait. Et puis écrire sereinement et tout. Mais je suis incapable, quoi. C'est-à-dire que. Peut-être la solution pour les producteurs, pour avoir des textes en temps et en heure, c'est de mettre un bonus avec les jours d'avance. Non, mais attention, parce que... Plus t'en avances, plus t'as un bonus sur la somme annoncée. Avec Nathalie, on est différents à peu près sur tout. Mais à l'arrivée, on rend le travail en temps et en heure, en fait. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, on parlait de la liberté de l'auteur. Peu importe comment tu t'organises, à l'arrivée, le seul truc qui compte, c'est que ce que tu rends en temps et en heure. À la télé, c'est le plus important. Et éventuellement, que ce soit de qualité. Entièrement d'accord. Après, peu importe, quoi. Moi, le seul truc que je vois, c'est que de toute façon, on va rendre en temps et en heure, c'est tout ce qui compte, quoi. Après, chacun a sa façon de couper le temps qui est à ta partie. Ouais, voilà. Ça revient encore à cette histoire de bien se connaître et de. L'expérience aussi fait que justement, on est capable d'évaluer le temps que va nous prendre telle ou telle écriture. Alors, puis juste un bémol, en fait. Tout à l'heure, Nathalie parlait de visualiser le producteur qui attend ton texte. Et donc, un problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu connais bien les producteurs, qu'ils sont sympas, tes trucs et tout, s'il y a pas, en fait, il y a quand même la peur du bâton qui remonte à l'école. Quand il fallait rendre le devoir sur tel jour, tu étais obligé de le rendre, sinon tu te prenais une heure de colle ou tu avais un 0. Et puis, à un moment, quand le producteur te fait plus peur, tu te dis, bon, c'est pas grave, si je rends pas lundi, que je rends mardi, c'est pas très grave, tu vois. Et puis, si c'est pas mardi, que c'est le lundi suivant, tu vois. Parce que tu sais que, alors, évidemment, tu es responsable, tu sais que tu peux te le permettre aussi. Si ça tourne la semaine suivante, tu vas pas, tu vois.
Donc ça, il faut faire gaffe aussi, c'est-à-dire que d'avoir des bons rapports avec les producteurs, ça peut nuire à ta productivité, en fait. Tu as tendance à repousser, en te dire, de toute façon, alors tu parlais des deadlines qui sont, des étapes qui sont dans le contrat, et j'ai jamais vu personne sortir la menace du contrat en disant attends, c'était marqué, tu devais rendre le 29. J'ai jamais vu ça, en fait. Il y a une sorte de souplesse comme ça sur les dates. Oui, c'est une souplesse. C'est une confiance. C'est une confiance, voilà. C'est-à-dire que tu peux pas le faire avec un producteur que tu connais pas, sur un projet où tu maîtrises pas les trucs et tout. Là, j'ai un des Marlots, il va se tourner en mars prochain. Je peux te dire que pour un truc en une semaine et demie, ça va. Pour se mettre au boulot et concentrer et te dire ok, tu dis merde, c'est dans un an, quoi. Donc tu vas t'y mettre fin février, tu vois. Les secrets de l'écriture. Bon, changeons un petit peu de sujet, parlons de la théorie du mur. C'est comme ça que tu appelles ça, Robin, pour parler un peu aussi de coécriture. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la théorie du mur ? Ouais, donc moi j'ai bossé 15 ans avec un co-auteur, et puis après je me suis retrouvé tout seul, donc plein de trucs qui sont avantageux à travailler tout seul, mais en fait je me rendais compte, il y a un moment quand t'es bloqué sur un problème, t'as personne avec qui échanger, en fait. Et je me suis rendu compte que le simple fait d'énoncer le problème, très souvent, je peux pas parler de ça à ma femme, de toute façon elle s'en fout, ça m'intéresse pas, donc ça va être mon agent, ça va être Nathalie sur des trucs et tout, mais toi, des fois, le simple fait d'énoncer le problème fait que la réponse te vient. Donc, c'est ce que j'appelle la théorie du mur, c'est que même quand tu es tout seul, tu énonces le problème à voix haute, à ton mur, et très souvent, ça libère, en fait, c'est ça. En fait, ça libère les trucs dans la tête qui fait que la réponse vient d'elle-même, en fait. Et j'ai découvert, quand on en a parlé sur le Slack, j'ai découvert que c'était une théorie qui s'appelle la théorie du canard en plastique. Chez les informaticiens. J'ai la définition, si tu veux. Pardon, oui, vas-y. La méthode du canard en plastique consiste à expliquer méticuleusement le code source que l'on a écrit à un collègue, à un simple passant, ou même à un objet inanimé comme un canard en plastique. Le simple fait d'exprimer ses pensées à voix haute est censé aider à trouver les erreurs de programmation. C'est des très grandes satisfactions quand tu te rends compte que les trucs auxquels toi tu crois sont en fait... Et effectivement, il y a même une définition Wikipédia. Oui, tu peux comparer le code source avec ton histoire. C'est le même, mais c'est exactement le même principe, en fait. Ouais. Mais ça fait partie des choses que je fais dans mes journaux, par exemple. Ce fameux dialogue, voilà, c'est vrai. Je suis d'accord avec Robin. C'est vrai, parfois, il n'y a même pas besoin de le relire. Le simple fait de l'écrire, de gratouiller, ça débloque. Et du coup, quand on écrit à deux, l'avantage, c'est de son mur ou son canard en plastique, c'est l'autre, en fait. Juste en le disant, on se rend compte que c'était une erreur. Cette discussion venait du fait que je me suis dit, j'aurais du mal à réécrire seul, en fait. Et Robin me dit, mais non, mais en fait, tu pourrais faire ça. En fait, t'as pas besoin de Mathieu. Voilà. Prends un canard en plastique. T'as un mur chez toi, c'est réglé. L'avantage du mur, c'est qu'il répond pas. C'est ça. Il est docile, le mur. Il fait pas des blagues pourries. Pas des blagues nazes, voilà. Toi, t'es sérieux, t'expliques ton problème, et l'autre, il dit des conneries. Ben non. Ben voilà, on aura appris quelque chose. Il y a une notion aussi au quotidien, quand on n'écrit pas, c'est que on attend, en fait. On attend des réponses, on attend que les choses se fassent, on attend que l'argent arrive, on attend plein de choses, en fait. C'est une grosse partie du quotidien. Est-ce que vous avez un conseil pour comment apprendre à être patient, en fait ? Moi, je pense que le meilleur moyen de gérer ça psychologiquement, c'est de lancer d'autres projets, d'avoir toujours des projets personnels. Ouais. D'avoir toujours des... et même s'ils sont un peu déconnants, là, ça m'est arrivé récemment sur un scénario que j'ai écrit, mais vraiment pour me faire plaisir en mode punkette, personne en voudra, et j'ai trouvé un prod dans la semaine, quoi. Donc comme quoi. J'avais cette discussion pas plus tard que l'autre jour avec deux auteurs qui me disaient on fait des projets super sérieux, c'est très sérieux, etc. Et un jour on a fait chacun un projet un peu déconnant et ça a marché. Ouais. C'est marrant ça. Moi, je pense qu'on a tendance à se mettre soi-même beaucoup de barrières par expérience, parce qu'on sait bien que ce soit au cinéma ou en télé, les fictions sont très formatées, qu'on s'est vu refuser beaucoup d'idées ou de projets un peu innovants, mais je pense qu'il faut surtout pas tomber dans le piège de renoncer à le faire. Autorisez-vous des folies. Autorisez-vous des folies. Et puis surtout, puis s'autoriser des envies, parce que c'est vrai que le métier de scénariste, ça consiste surtout à travailler à la commande. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner son propre univers et ses propres envies, ne serait-ce que pour son hygiène mentale, j'ai envie de dire. Mais même d'un point de vue pragmatique, et notamment quand tu es débutant, j'ai envie de dire, ne faites que ça, quoi. Ne suivez que vos envies. Parce que tu vas te dire, voilà, je vais essayer de percer, je vais essayer de faire une série policière. Donc je regarde Chérie, je regarde Candice Renoir, je regarde K1. Donc j'ai bien tous les codes, donc je vais essayer de faire la même chose. Alors déjà, 9 fois sur 10, on va sentir que c'est fabriqué. Et puis même si tu sens pas que c'est fabriqué, de toute façon, tu vas te retrouver en concurrence avec des tonnes de mecs qui ont écrit des trucs hyper formatés et qui, de toute façon, ont un CV qui fait 4 fois la taille du sien et qui donc sont préférés. Enfin, les producteurs iront plutôt, et les chaînes surtout, iront plutôt vers les mecs qui connaissent et tout.
Donc, de toute façon, le meilleur moyen d'exister, de sortir du lot et tout, c'est quand même de faire un truc original, quoi. Moi, j'ai connu des auteurs, parce que souvent, je prends des jeunes auteurs, enfin, des jeunes pas forcément d'ailleurs, des auteurs débutants. Pour arriver à un travail formaté, on est passé par un truc totalement libre. Enfin, je lui dis, écris ce que tu as envie. En l'occurrence, c'était du 26 minutes à l'américaine, en fait. Vous savez, les Seinfeld et compagnie, donc un truc qui existe, alors c'était il y a 15 ans, mais qui existait déjà complètement pas à la télé française. Je lui dis, c'est pas grave, fais-le. Et en fait, on va s'en servir comme carte de visite. Au pire, le projet, il se fera pas parce qu'il n'y a pas de case pour ça, mais je l'ai fait lire, moi, à des producteurs. Un mois après, un producteur m'a appelé en me disant j'ai signé pour... c'était un truc pour les gamins avec cartouche. Ça s'appelait Prof, je sais plus quoi. Et c'était... je sais plus, il avait 22 épisodes de 3 minutes à écrire, etc. Il me fait... comment il s'appelle, le gars dont tu m'as fait lire le truc? Et je pense que si on était arrivé directement en essayant de faire un truc formaté, il serait... En fait, ce producteur l'aurait pas... l'aurait jamais remarqué, en fait. Il serait pas sorti du lot. Et je pense que c'est valable pour les prods, c'est valable aux chaînes, c'est valable partout, en fait. Il faut jamais attendre, faut jamais rien faire, faut toujours s'occuper, quoi. Il faut s'occuper. Et Ça puis, peut payer. Puis je dirais même, c'est pas mal de se frotter à d'autres formes d'écriture. Je sais pas, écrire des poèmes, écrire des romans, écrire des nouvelles. Parce qu'elles peuvent donner des satisfactions, c'est ça? Oui, mais pour simplement être toujours dans ce mode d'expression. Écrire des tweets. Écrire des tweets. Il y en a qui en font un véritable art. Créer aussi pour soi, parce que c'est tout le problème. Finalement, c'est pour ça qu'on a débuté dans ces carrières. C'est parce qu'on avait un univers, on avait envie de créer des choses, de raconter des choses. Après, on est confronté à la réalité qui fait que le métier n'est pas vraiment ça. Mais il faut quand même, je pense, pour garder le plaisir, pour garder l'énergie, continuer à se faire plaisir. Se faire plaisir. Il y a aussi ce côté immédiat en faisant d'autres choses, j'y pense, mais nous, en faisant ce podcast, Bien sûr. Complètement. tous les mois, on a quelque chose à faire et qui sort. D'ailleurs, moi, je fais en plus des podcasts le week-end parce que Parce que tu ne t'arrêtes c'est jamais. chouette. Voilà. C'est gratifiant d'avoir des petits fichiers audio comme ça. Alors juste, je reviens sur ta question sur comment gérer l'attente, par exemple, des retours des producteurs ou des chaînes. Ça, pour le coup, alors déjà, tu es obligé de faire, parce que tu vas pas leur mettre un pistolet sur la tempe pour qu'ils te répondent le lendemain. Et pour le coup, je trouve ça extrêmement bénéfique, c'est-à-dire que, alors en plus dans ma façon de faire, c'est-à-dire où j'ai passé 3 semaines à glander devant l'écran pour au final travailler 4 jours, mais 4 jours à fond et tout. Donc déjà, quand tu renvoies le texte, en général, tu es complètement épuisé parce que tu fais 4 journées à 20 heures par jour et t'as plus du tout envie d'entendre parler de ce truc-là, quoi, qui te sort par les yeux. Donc en fait, le délai te Plus permet c'est long, voilà. se permet de te régénérer, de retrouver des trucs. Je serais incapable de me remettre à bosser dessus dans la semaine qui suit, c'est quoi. clair, C'est c'est pas clair. possible. D'ailleurs, je m'y remets jamais, même quand les mecs lisent très vite. Mais il faut laisser passer du temps. Et quand ouais. tu reviens, c'est nouveau, c'est nouveau. T'as des retours. Tu t'es peux faire. requinqué et t'es prêt à repartir, quoi. Ah, carrément. Du coup, il y a un petit rapport avec sur le temps de travail sur Slack. Baptiste nous demandait, un scénariste pro travaille-t-il 7-8 heures par jour comme n'importe qui a un emploi dans un bureau, etc. Ou formulé autrement, peut-on être pleinement créatif 7 à 8 heures par jour en continu? Même, je dirais même, c'est souvent plus que ça, quoi, dans les faits. Moi, je Tu bosse travailles 60 heures par semaine. 60 heures par semaine. Et franchement, j'aimerais bien que ça soit un peu moins. Notamment, j'aimerais bien ne plus bosser le dimanche, mais j'ai pas encore trouvé comment faire, quoi. Donc après... Non, mais ça, 7-8 heures, c'est sans problème. Enfin, c'est même la base. Hein. On parlait tout à l'heure. Créatif et vraiment oui, mais alimenter on parlait tout à l'heure, on faisait des rapports avec le sport, mais en fait, c'est vraiment, pour le coup, la créativité. Ouais. La créativité, c'est un muscle, en fait. C'est comme moi, en fait, je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Effectivement, je travaille tout le temps, y compris les vacances, donc tu pars avec l'ordinateur, et puis à un moment, je me suis dit, non, là, ce coup-ci, je bosse pas. Donc, je suis parti 1 mois et demi sans bosser. Je reviens en septembre, et il m'a fallu 3 semaines pour revenir, pour réussir à nouveau à bosser normalement, en fait. C'est juste parce qu'en fait, c'est une histoire d'entraînement. C'est-à-dire que si vous bossez tous les jours, quand vous mettez, ça vient. Même si vous n'êtes pas inspiré, il y a un minimum, en fait, qui sort. J'avais discuté avec quelqu'un qui était un peu chaud sur ce sujet-là. Il m'avait dit la période idéale pour partir en vacances, c'est 1 semaine. Parce que le cerveau n'a à peine le temps de déconnecter, mais juste assez pour reprendre ensuite. C'est vrai qu'un mois et demi, c'est une longue période. Et vraiment, et c'est comme le sportif qui ensuite a besoin d'un certain nombre de... Moi, je prends l'exemple de mon fils fait de la natation. Il recommence l'entraînement en septembre et les compétitions sont en novembre. Parce que 2 mois, c'est ce qu'il faut pour qu'ils reviennent à leur niveau de juin sur les dernières compètes. Et ben là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il te faut, moi, il me faut 3 semaines, 1 mois pour être capable à nouveau de travailler au même rythme qu'avant. Donc oui, 7-8 heures, sans problème. Et puis très souvent, enfin, je vous dis, hein, il y a eu des époques, quand j'étais beaucoup plus jeune, où c'était des nuits, enfin, des 24 heures, 36 heures, sans... Aujourd'hui, Robin, tu prends tes week-ends, par exemple.
Pas toujours, non. Pas toujours. Ça dépend des... Ça dépend des moments. Ça dépend des délais, ouais. Si c'est au début du contrat et que tu as 3 semaines pour le faire, ouais, tu prends ton week-end. Par contre, si tu dois rendre lundi... C'est ça. Il faut souvent rendre lundi en plus. Mais du coup, Nathalie, tu te reposes un peu quand même t'arrives à trouver des moments de pause à toi, ou quand tu joues du piano, peut-être c'est ça aussi C'est ça, mais c'est un vrai problème parce que je vis beaucoup à flux tendu. Et c'est vrai qu'il y a des moments où mon corps me dit « Oh, cocotte, ça serait bien de se reposer ». Donc en fait, les moments où paradoxalement, où je me repose, c'est aussi quand je sors, quand je vois des amis. Quelque part, je fais quelque chose physiquement, mais je vais me balader, je fais la fête, je vais en concert. Tu t'aères l'esprit, en fait. Voilà. Après, physiquement, c'est vrai que... C'est pas des journées entières, c'est des moments dans la journée, en fait. Ouais, mais... Il n'y a pas de journée où tu déconnectes complètement et tu vas faire autre chose. Si le samedi, c'est ma règle d'or, je n'y arrive pas toujours, mais en général, le samedi, je ne travaille pas. Je n'allume même pas l'ordinateur. Le samedi, c'est ton dimanche. C'est ça. Alors après, j'ai toujours mon téléphone, donc on va dire que... Non, c'est parce qu'elle fait les marchés, en fait, le samedi. Mais effectivement, j'ai pas pris de vacances depuis plus de 10 ans. Mais alors ? Aux grandes dames de... Bah ouais, je sais, c'est mal. Après, c'est chacun gère comme il veut, c'est pour ça que c'est intéressant. Non, mais typiquement, tu vois, j'avais prévu là de prendre 6 semaines. Là. Et en fait, j'ai appris il y a 10 jours que j'allais bosser tout l'été, quoi. Et que c'était non négociable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a des projets qui peuvent arriver, il y a des non, c'est parce contrats qui tombent. Question de deadline, là, justement, de calendrier qui a changé. Mais il n'y a pas de vacances pour les deadlines, hein. C'est toute l'année valable. Et que justement, j'ai appris qu'on devait rendre une version à la rentrée, ce qui n'était pas prévu. Donc, voilà, quoi. Tu fais comme moi, tu pars en septembre. Donc, non, mais je vais essayer de faire des espèces de solutions hybrides où les vacances à ma sauce, c'est-à-dire où je ne bosse que 4 ou 5 heures par jour. Oui, tu pars avec l'ordinateur, en fait. Hein. Oui. Et tes carnets. Et tu bosses là. Ah bah, c'est une nouvelle tendance. C'est une valise à part, c'est ça, je voulais demander. J'ai lu un article sur cette tendance qui était de prendre son ordinateur pour partir en vacances avec des endroits spéciaux où tu peux travailler, mais tu peux aussi aller à la plage. Ouais. Voilà. C'est peut-être ça qu'il nous faut finalement. Mais c'est une bonne solution, effectivement. C'est ça le workation Ouais, workation. Ouais. Les millennials qui inventent des termes, c'est ça. C'est ça. Sur Slack, Thibaut nous demandait comment identifier ses freins en matière de création. Peur de la page blanche, paresse, peur de confronter son idée au papier, etc. Et où trouver les sources pour les dépasser ? Auriez-vous une réponse à cette superbe question ? C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, je pense que c'est vital même d'identifier assez vite les sources de nos blocages. Enfin, il faut vraiment faire un travail sur soi, en fait, pour écrire. Se connaître, encore une fois. Se connaître. Ouais. Et là encore, alors après, comme disait Robin, qu'on le formule à voix haute ou à l'écrit dans un carnet, qu'importe, mais il faut se connaître, il faut se poser les questions à soi-même. Ça peut être bien d'échanger avec d'autres confrères et consoeurs bienveillants. Mais il faut surtout pas, faut pas rester dans cette espèce de flou, quoi. C'est très dangereux, je pense. Robin, quelque chose à ajouter ? Il y a 2 types d'auteurs. Il y a ceux qui prennent leur pied à écrire. Il y a ceux pour qui l'écriture est douloureuse. Moi, je fais partie évidemment de la deuxième partie. Donc, j'ai pas envie de me faire mal. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à m'y mettre. Alors, plus sérieusement, je pense que ça... comment on pourrait dire ? Quand je vais devoir monter un meuble, bon, il n'y a pas de raison, hein, je vais repousser ça au maximum. Mais quand je m'y mets, je sais que de toute façon, que je vais y arriver, en fait. Hein. Il y a une notice, il y a un truc... Je l'ai fait des millions de fois, il n'y a pas de problème. Quand tu écris un scénario, tu as beau avoir 20 ans d'expérience, d'en avoir écrit 50 et tout. En fait, tu n'es jamais sûr de réussir à sortir une idée. Alors, c'est à tout bout de champ. Tu n'es pas sûr de réussir à écrire le scénario, tu n'es pas sûr d'écrire la scène, tu n'es pas sûr d'écrire la réplique, en fait. Donc, je pense que la difficulté que j'ai à me mettre au travail, ça relève aussi d'espèce de peur de l'échec, en fait, en quelque sorte, quoi. Et en même temps, c'est ça qui est excitant. Hein. C'est-à-dire, si je devais monter des meubles toute la journée, je n'aurais fait mon métier, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est ça aussi que tu recherches. C'est-à-dire que tu as beau en avoir écrit plein, quand tu t'y mets, tu te dis, tu es relativement confiant, tu te dis quand même, ça devrait le faire, hein, ça va passer un peu, mais tu n'es pas sûr non plus à 100%. Quoi. Chaque scénario est le premier à nouveau. Quoi. Mais ouais, en fait, à chaque fois, on pourrait dire, c'est des... Moi, c'est pour ça justement que j'ai besoin de préparer longtemps les projets avant de m'y mettre, justement pour me rassurer sur le fait que je sais que je vais arriver à le Tu te fais ta notice avant de monter le meuble. Quoi. Mais là où, pour revenir à Robin, où il y a un vrai challenge aussi, c'est quand on est engagé sur un projet, notamment, par exemple, avec un réalisateur, quand on est confronté à un univers qui n'est pas le nôtre, quand on nous propose un challenge, un sujet qui, à la base, ne nous inspire pas. Enfin, je pense qu'avec le temps, on sait justement... où sont nos envies, où sont nos limites, mais en même temps se confronter, en tout cas au moins au début de carrière, à ce challenge-là, c'est génial, parce que c'est comme ça qu'on apprend à bien écrire aussi. Justement en sortant de sa zone de confort,
en allant gratter là où ça vient pas. En se forçant un petit peu, quoi. En se forçant. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, Robin, je suis d'accord avec toi. Enfin, je crois même qu'il y a pas beaucoup d'auteurs pour qui l'écriture n'est pas douloureuse, hein, au moins par moment, quoi. Tu parlais de zone de confort, je pense que c'est ça. En fait, l'écriture, c'est pas confortable. Non. Tu vois, t'es pas là dans ton truc en disant, Non. tiens, là, je suis bien à écrire et tout. Quoi. Ouais, non, c'est Il y a vrai. des moments de fulgurance, hein, c'est-à-dire que Oui. quand tu débloques un truc ou quand tu écris une idée, là, tu as une idée, tu dis, putain, là, j'ai jamais fait aussi bien. Enfin, mais c'est accompagné, c'est entouré de plein de moments qui sont inconfortables, en fait. Plus que douloureux, parce que ce serait douloureux, on ferait autre chose. Hein. Mais c'est juste pas confortable. Ça me rappelle Francis Weber qui disait à ses micros c'est bien quand je n'écris plus. Oui. C'est bien quand j'arrête d'écrire. Ah bah c'est la plus grande satisfaction, c'est d'avoir écrit. Il y a deux grands moments. Hein. C'est le moment où on te dit oui, parce que là, tout est possible, à commencer par l'échec et tout ça. Enfin, l'échec. Enfin, les virements maintenant. Et puis après, il y a le moment où c'est fini, quoi. Et où tu as écrit. C'est C'est Yacine vrai. qui disait ça, je crois, au podcast anniversaire, quand on convertit en PDF. Oui. C'est ça, oui. Mais, J'appuie sur le bouton. mais en fait, c'est complètement ça. Moi, Générer le PDF. ça doit être le moment. Mais c'est une satisfaction qui est tellement énorme et qui vaut le coup d'être vécu juste pour ça, là, Ouais, en fait. Parce c'est qu'il y a vrai. peu de métiers qui offrent ce genre de C'est satisfaction. vrai je crois qu'on vit. C'est pour ça qu'on s'impose ça. Il y a des fois, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça? Mais ouais, c'est pour ces moments-là, en fait. Parce qu'ils sont forts. Il y a un truc que j'ai vu dans quelques séries, c'est ces auteurs, ces écrivains qui n'arrivent pas à s'y mettre pendant toute la saison. Et saison d'après, ils ont écrit un méga truc en quelques jours. Et évidemment, c'est du génie. Ça véhicule un peu une fausse image, alors, c'est ça que tu veux dire? Bah alors je sais pas comment l'interpréter parce que ça peut être le cas de certaines personnes qui n'arrivent pas pendant un an à s'y mettre et d'un coup en 2 semaines j'ai pondu un roman qui va changer le monde ou enfin j'ai du mal à recoller les morceaux à voir à quoi ça correspond. Mais ça Et relève peut-être de l'urgence dont on parlait tout à l'heure. j'ai vu ça dans 2 séries et c'est pour ça que c'est vraiment dans Californication il y a Oui, cette problématique tout où à fait. on a un auteur brillant apparemment mais qui n'écrit jamais et enfin je sais plus si c'est d'une saison à l'autre d'un coup il a écrit en un week-end un super bouquin qui va faire un carton. Et récemment, dans une des dernières saisons de New Girl, où entre la saison d'avant et la saison de maintenant, le personnage de Nick, qui est un glandeur pas possible, là, pour le coup, c'est la procrastination, c'est sa caractérisation. Ouais, c'est carrément ça. Et là, il a enfin écrit un livre qui apparemment est génial. Et du coup, c'est très opposé, le côté génial de ce qu'on a écrit avec le fait de ne jamais écrire avant et de toujours repousser et d'être un glandeur pas possible. C'est quand même un peu une légende urbaine. Voilà, ça fait un peu Oui, ce ouais. fantasme de l'auteur. C'est vrai que certains auteurs sont capables d'avoir ces fulgurances, mais en tout cas, je pense que c'est un très très mauvais calcul de compter là-dessus et de se dire j'y arriverai par magie, quoi. Et puis ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que repousser tout le temps, c'est aussi ce travail de maturation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y pense pas. C'est-à-dire au contraire, peut-être qu'il est tout le temps dans ce livre, qu'il n'arrive pas à se mettre au travail, mais le jour où il s'y met, en fait, il ne faut pas croire qu'il va l'écrire en 15 jours. Il écrit en 15 jours et en 10 ans d'altermoiement à s'y mettre, quoi. Tu sais, il y a l'exemple quand même le plus Ça se tient, frappant, en fait. qui est Gainsbourg, en fait, qui très souvent écrivait les textes au studio, le jour de l'enregistrement. Notamment, moi, je me rappelle une interview de Vanessa Paradis qui disait qu'elle était terrorisée parce qu'il arrivait le matin à 9h ou 10h, je ne sais pas quelle heure il arrivait au studio, et qu'ils n'avaient pas les textes de la chanson dont elle devait faire les voix. Et elle disait, il se mettait sur un coin de comptoir, de trucs comme ça, et il écrivait le texte, et il lui filait, et ils enregistraient dans la journée. Bah, l'urgence provoque des poussées d'hormones et d'adrénaline qui fait que tu es hyper stimulé, quoi. Je reviens sur... on en a un petit peu parlé avec la harpe, le piano. Est-ce qu'il y a une activité vraiment opposée à l'écriture que vous pratiquez occasionnellement? Un truc qui a vraiment rien à voir. Anne-Claire nous parlait de l'escalade le mois dernier, par exemple. On peut pas faire plus éloigné que l'écriture et l'escalade. À part le E de début, tu vois. Ouais, voilà, à la rigueur. Le shopping, je sais pas. J'ai l'impression que tous mes hobbies tournent un petit peu autour de la création. Et puis dans la mesure où je disais tout à l'heure que tout nous sert, moi je suis sûr qu'il y a des trucs dans l'escalade qui lui servent dans l'écriture, indirectement, hein, même très indirectement, mais ne serait-ce que dans la gestion de son corps. Oui, le sport est lié à la création aussi. Bah, oui, quelque part. C'est une discipline. C'est l'envie de se dépasser, d'aller plus haut. Voilà, c'est une métaphore en fait. Ouais, peut-être. Hein. C'est une chanson. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu la particularité de notre métier qui n'est pas censé en être un, c'est que finalement, qu'on soit glandeur ou très productif, on passe toute notre vie est au service de l'écriture. Notre cerveau, je pense qu'il est jamais, même quand on dort, il est jamais complètement en mode pause, puisque souvent on a justement des idées de génie la nuit ou comme on disait quand on prend la douche, enfin les choses se débloquent. Donc c'est vrai que je pense que quand
quand en tout cas, on s'engage vraiment sincèrement, complètement dans ce chemin. Après, ça fait quand que... on s'engage, ouais, Voilà. c'est Oui, ça. parce qu'il y a beaucoup de gens on connaît tous plein de gens qui disent qu'ils ont un roman en tête. Enfin bon, Il faut s'engager. je en parle tout bien cas. de gens Voilà. qui sont des auteurs, c'est-à-dire qui passent toute leur vie à écrire, dont c'est le métier, Qui rendent les choses, qui finissent les choses. qui finissent ces choses, qui produisent des textes. Et bah, du coup, ça devient un art de vivre quelque part, aux grandes dames de nos proches. C'est Woody Allen qui disait qu'il pense tout le temps à ses histoires, à ses scénarios, quand il travaille sur un scénario, et même jusqu'à avant de s'endormir, la minute ou les 2 minutes qui précèdent le moment où il s'endort, il pense à son histoire. Bien sûr. C'est notre fardeau. C'est notre névrose. Tu parlais d'observation, je crois, Nathalie, tout à l'heure. On va finir avec un petit peu de parlons de ça. discussion sur l'observation, qui est aussi quelque chose qu'on fait quand on n'écrit pas. On est témoin de ce qui Non, se c'est passe toi, autour Robin, de tout nous. à l'heure, pardon. Toi qui parlais d'observation du couple. À quel point l'observation est importante pour vous? À quel point elle a une grande part dans votre travail? Mais je pense que c'est primordial pour n'importe quel auteur, parce que si on n'a pas un petit peu justement ce regard sur le monde qui nous entoure, on n'aura rien à raconter si ce n'est nos petites névroses justement. Enfin, ça c'est vraiment après aussi la légende urbaine de l'auteur génial qui ne parlera que de son nombril et puis ça va intéresser tout le monde. Donc pour moi ça fait partie du kit de base, quoi, d'être curieux, d'être à l'écoute, de cogiter. Mais justement, c'est vrai j'imagine qu'on commence tous par écrire nos petites histoires, mais avec l'expérience de la vie, on devient plus généreux, peut-être justement en s'intéressant plus à ce qui nous entoure. Et c'est là, il me semble qu'on écrit des histoires un peu plus universelles, un peu plus qui touchent un peu plus de monde. Donc pour moi, ça serait un gros défaut pour un auteur de ne pas être curieux, de ne pas être à l'écoute, de pas observer. Robin, tu as l'air d'accord avec tout ça? Bah, oui, absolument. Enfin, tu te nourris de ça. Moi, il y a quelque chose que je fais maintenant systématiquement, c'est que les personnages, c'est tous des gens que je connais. Ou des personnages de films ou de livres. Je vous invite à surveiller le prochain personnage qui portera un bonnet dans les fictions écrites par Robin. Mais pourquoi, en fait? C'est juste parce que tu as une envie de personnage. Et là, tu penses à ton voisin qui correspond. Et du coup, plutôt que t'embêter à créer le personnage, Ah oui. où on va pas arrêter de te dire, alors ça, c'est pas très cohérent avec tu décris ton voisin. Pas physiquement, j'entends, hein, dans son caractère et tout ça. Et du coup, systématiquement, le retour, c'est crayon de vérité. Bah forcément, puisque la personne existe, en fait. J'ai juste changé le prénom. Et quand on te dit, ça, c'est pas très crédible, bah si, je trouve que mon voisin, il est comme ça, il fait ça, et il est à la fois ça, et ça passe très bien. Et... Robin, c'est quelque chose que tu fais depuis un moment ou c'est... Ouais, que je fais récemment. Ouais. Récemment. Oui, depuis quelques temps, quoi. Parce que je pensais comme toi au début, c'est-à-dire je faisais ça, puis après je me suis dit, peut-être pas, et en fait, si tu y reviens, c'est peut-être pas une mauvaise idée, en fait. Bah, oui, mais ça peut partir aussi d'un personnage, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu as envie d'un flic un peu monolithique et tout ça, et tu dis, bon, bah voilà, c'est John Wayne. Et tout de suite, tout est plus facile, en fait, parce que toi, tu as John Wayne. Ça, au début, moi, je le faisais, parce que quand on travaille à deux, avec un co-auteur, c'est plus facile. Toi, tu vas pas passer 1 heure à lui expliquer le personnage, tu imagines, tu dis, le mec, c'est John Wayne. Et là, tout de suite, alors on sait que c'est pas John Wayne qui va faire le rôle. Il y a peu de chance. Mais au moins, tu as ton personnage, quoi. Bon, à l'arrivée, ça sera Charles Berling qui va le faire, et puis il y a que toi qui sais qu'un jour, c'était John Wayne. Mais normalement, si tu fais bien ton boulot, les mecs, ils vont te caster un type d'1m95, massif, et bon, évidemment, la ressemblance, c'est pas que physique, hein, c'est dans le personnage. Tu peux aussi très bien dire que ton personnage, c'est le Sharon Stone de Basic Instinct. Même si c'est un mec, mais ça te donne une idée de caractère. Mais une fois, en fait, on allait au bout de ça. C'est-à-dire qu'un camarade, on avait une idée de série. Dès le début, on s'est dit, c'est Philippe Duclos. Vous savez, le comédien de Engrenage, le juge d'Engrenage, qui est un comédien absolument extraordinaire. On s'est dit, voilà, c'est Philippe Duclos, le personnage. Donc, du coup, c'était super facile parce qu'on parlait du même personnage, on écrit tout. Et puis à la fin, quand le dossier était prêt, on s'est dit, putain, mais en fait, c'est tellement Philippe Duclos que ça serait con de passer à côté. Donc avant de l'envoyer à des produits tout, on a contacté Philippe Duclos par son agent. Et en fait, on l'a rencontré, et il a trouvé ça super bien. Et pour vous dire qu'il y a une telle osmose, le projet s'appelait Le Furet. Parce que le personnage, en fait, l'idée, le Furet rentre dans les terriers des autres animaux pour prendre leur place, en fait. Et donc on trouvait que c'était intéressant pour un personnage de flic. Et en fait, pour dire qu'il y a une telle osmose, quand on lui a expliqué ça, il a dit, je pensais que vous aviez appelé le Furet à cause de mon physique. Tu sais, tout en longueur. Mais toi, on l'a évidemment pas réfléchi, mais je pense que ça joue, tout ça, ça joue. Ouais. Et il nous a donné son accord tout de suite, en fait. Et on a été voir les prods avec Philippe Duclos. Donc on n'a eu aucun mal. La première prod à qui on l'a envoyé, elle a dit oui tout de suite. Avec Philippe Duclos, il est génial. Bon, après, c'est les chaînes qui ont dit non. Mais voilà, là, c'est le cas d'un truc où on a pendant X temps, on a bossé avec cette idée d'un personnage qui ressemblait à, pour finalement lui proposer.
John Wayne, je vous dis, c'est plus compliqué, mais Alors, est-ce qu'en mars prochain, dans Captain Marlowe, on aura un barbu avec un bonnet ? Moi, j'attends de voir. bon, non, déjà on a une héroïne avec une chapka. Pas tout avoir. Et alors, est-ce que l'observation des gens dans la rue, comme on a l'habitude de l'entendre pour des auteurs, prendre des notes sur ce qui nous entoure, est-ce que ça peut être remplacé par les réseaux sociaux ? Est-ce que observer les gens sur Facebook, c'est la même chose que dans la rue ? La différence, je pense que c'est sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas forcément ce qu'ils sont en vrai. On est quand même beaucoup dans la mise en scène plus ou moins consciente. C'est-à-dire que quand tu montres tes chats sur ton bureau, tu les as placés là exprès, évidemment. Je les ai toilettés. Ils sont collés. En fait, ils sont empaillés, c'est pas des vrais chats. Elle aime bien avoir de la colle sur les doigts. Et du coup, ton activité à l'opposé de l'écriture, c'est la taxidermie. Voilà, par exemple, la torture d'animaux. Non, mais j'avais lu une fois un exercice d'écriture que je trouve assez sympa. C'est en fait, justement, c'est de se mettre dans une gare, par exemple, ou un café, et d'observer les gens. Mais justement, des gens qui sont assez à distance pour ne pas entendre ce qu'ils disent et de vraiment imaginer ce que peut être leur histoire juste en les observant physiquement. Ça, moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais même inconsciemment. C'est-à-dire que la grosse différence avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, les gens jouent un personnage, en fait. Et toi, tu reçois ce personnage et t'as rien d'autre sur quoi t'accrocher. Alors que les gens que tu croises dans la rue, tout le temps, moi, mais c'est systématique, en fait. Mais je vous dis, même inconsciemment, je me dis, voilà, et si c'était un flic, et si c'était un père le mec va t'inspirer quelque chose et tu t'inventes des petits bouts d'histoire. Alors c'est très court, hein, mais je suis venu ici, j'ai croisé des gens et tu te dis voilà, et puis ça passe tout de suite. Après, quand tu prends le métro, par exemple, t'as que ça à faire, tu regardes les gens et tu t'imagines des trucs, quoi. Forcément. Mmh. Et du coup, tu es tout le temps en train de... Moi, je suis dans les backstories. À chaque fois que je revois quelqu'un, je dis comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Bien pour sûr, qu'il soit bah là oui. et tout ça. Mais je ne vais pas plus loin, en fait. Je m'arrête au Non, mais il n'y a pas moment besoin. présent, C'est juste un petit exercice c'est amusant. d'imagination qui, après, je pense, va nourrir le travail que tu fais quand tu crées vraiment un personnage dans une histoire. Pour en venir aux réseaux sociaux, moi je trouve que c'est vrai que tu as raison, tout est mis en scène et c'est compliqué de voir un peu qui sont les gens, mais il y a un truc qui apparaît très vite, c'est l'écriture. Ça fait toujours sympa de voir comment les gens écrivent, Oui, les ça, blagues j'adore. qu'ils font, c'est super chouette. Moi, je suis toujours ravi de voir les posts de Robin, par exemple, ou de lire les tiens. Et, voilà, j'apprends des Les choses. commentaires de Robin sur nos photos. Eh ben, le garçon dont je vous ai parlé tout à l'heure, à qui j'ai fait écrire un projet de série à la Seinfeld, en sachant que ça se ferait pas, mais voilà, et qui du coup a été embauché pour écrire de la jeunesse, et qui depuis, ça fait 15 ans, écrit, en fait, c'est son boulot. En fait, ce mec-là, moi, je l'ai repéré sur un forum. On était sur un forum de cinéphiles, et le type, qui s'appelle Shérif, son prénom, le type créait des personnages, c'est-à-dire qu'il faisait Jean-Claude Van Damme. Il faisait des avatars, il faisait des trucs, et il faisait Jean-Claude Van Damme, il faisait Godard, il faisait des trucs. Et c'était criant de vérité, ça t'avait vraiment l'impression, on était à la limite de la caricature et de l'imitation, c'est-à-dire que t'avais vraiment l'impression que c'était Godard ou Van Damme qui parlait. Et en plus, c'était à pisser de rire systématiquement, et c'était juste. Et je me suis fait, et voilà, moi je le connaissais pas plus que ça. Enfin, il habitait à Montpellier, j'avais jamais rencontré, on se parlait pas, enfin. Et je me suis dit, putain, mais le mec, en fait, pour être aussi juste, ça veut dire qu'il est capable de rentrer dans la peau de Jean-Claude Van Damme et de Godard et de différents personnages qu'il faisait, en fait. Et je me suis dit, s'il fait ça, s'il a cette capacité, il peut très bien créer n'importe quel personnage, en fait. Et donc là, je lui ai envoyé un message en disant, mais est-ce que tu as jamais envisagé tout ça ? Et de là, tu te réponds, mais voilà, c'est la concordance des trucs, que, en fait, il a toujours rêvé de ça. Mais quand tu habites à Montpellier, dans une famille, toi, qui est pas du tout dans le milieu, et là, il venait de finir ses études universitaires, et puis voilà, donc on a bossé pendant quelques temps pour apprendre le métier, les bases, en dramaturgie, etc. Et ensuite, il a écrit ce projet, et puis il a des trucs, donc il a commencé à travailler en étant à Montpellier, puis finalement, il est venu s'installer à Paris. Mais avant qu'il vienne s'installer à Paris, je l'avais jamais vu, en fait. Et c'est juste ce qu'il avait écrit sur ce forum qui me dit qu'il y a quand même matière, là, peut-être, à faire quelque chose, quoi. Au cas où. Il y avait quand même 9 chances sur 10 qui me disent qu'il n'avait pas envie d'écrire, qu'il avait un boulot en vue, mais voilà, il se trouve que c'est tombé pile sur le bon personnage. Donc oui, les réseaux sociaux sont super importants pour ça, en fait. Enfin, pas repérer que des talents, repérer des personnes et... Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'on fait des rencontres Apprendre. de futurs collaborateurs, ça c'est sûr que pour ça c'est génial. Pour le réseau, oui. Mais c'est plus, je pense, pour le réseau, effectivement, que pour inventer des personnages, enfin, ce qui me concerne. Par contre, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, moi j'adore aussi les auteurs qui mettent un peu en scène leur écriture, justement, sur leur Instagram. Justement, on rentre un peu dans leur bureau, dans leur source d'inspiration. Ça, je trouve ça fabuleux. On n'a pas encore vu de photo du bureau de Robin.
sur son. Mais Si, sur mon sur son site, blog, sur son site, absolument. Oui, c'est vrai. On mettra un petit lien. j'avais fait l'effort Très de, très de belle ranger. interview. En fait. Ouais. Ah bah il est pas conforme à la réalité alors. Non. Tu l'as Aussi, mis en scène. Tu l'as mis en scène. L'arrêté Ah, mais de ça, 2-3 jours tous les 3 mois. Mes chers amis, c'est l'heure d'écouter la chronique de l'inébranlable Jean-Marie Roth qui dissèque chaque mois dans notre podcast une notion de dramaturgie. Ouais. On écoute ça. Ouais. Et salut Jean-Marie. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ben, je vois que vous êtes tout bronzé. Oui, t'as vu ça Vous êtes un petit peu reposé Un au mois de peu, juillet, j'ai l'impression. C'est à force d'enregistrer dans l'auditorium de la SACD. Mais ouais. On voit plus la lumière. Ouais. On est bronzé blanc à cause de ta chronique du mois dernier. Pour une histoire de cohérence. Voilà. Bien sûr, bien sûr. En espérant qu'on n'ait pas révélé le film à des gens qui n'auraient pas écouté notre warning sur le spoiler arrivant. Je pense que Warning a été bien fait quand même. Oui, c'était Ah, plutôt... c'était clair. Et puis, quand bien même, est-ce que c'est tellement grave? Non. C'est moi qui suis traumatisé. Oui, encore. c'est ça. Ouais, je vois ça. Quelle actu ce mois-ci, cher Jean-Marie? Mais écoute, toujours la même chose, hein. Il y a toujours mon stage qui se prépare pour le mois d'octobre. Voilà, il y a encore quelques places, donc les gens se dépêchent, qui m'écrivent simplement, j'ai envoyé une documentation et je sais que ce stage répond à beaucoup de demandes, donc qui n'hésitent pas. Mon livre aussi, donc on va faire gagner un nouvel Ouais, exemplaire ce mois-ci. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, tout non, à fait. je vais vous dire la vérité, il y a 3 exemplaires imprimés. Voilà, et ceux-là, on les fait gagner. Voilà. Donc Voilà. c'est carrément des Et collectors. puis c'est un beau cadeau. C'est un super c'est beau un super cadeau. C'est imprimé, tu t'as fait ça chez Copytop, t'as relié toi-même et tout ça. Hein, J'ai une cave avec des, vous savez, comme un peu sa résistance, une petite cave, et puis c'est là que je fais les choses en. c'est fabriqué à l'ancienne, c'est Ah, à c'est l'ancienne, de l'artisanat l'ancienne, quoi. et C'est comme c'est Yves, au graphite. c'est comme Yves hein, qui fait ses livres aussi. C'est graphique, tout à fait. Ouais, Bon, tout ça à fait, fait, ouais. Ouais, C'est non, une là, coopérative que vous avez. non, là, c'est chez Dixit, et puis c'est en vente libre. À 25 € TTC. TTC, Voilà, tout C'est à marqué fait. dessus. Et ben, évidemment, il y aura des liens hein, pour que ce soit la formation ou le livre dans Oui, la tout à description fait. du Ouais. podcast. Jetez-vous dessus. Alors on abordait la cohérence du récit le mois dernier. Oui. De quoi va-t-on parler, Jean-Marie, ce mois-ci? En fait, je prends souvent pour base à mes chroniques, je prends souvent pour base les problèmes que je rencontre en tant que script docteur, dans les choses que je lis, etc. Et là, je vais parler de quelque chose qui me pose problème, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, c'est où démarrer le récit. C'est une très bonne question. Les gens ont souvent une idée et puis ils se disent je vais démarrer par la première idée qui vient en tête par rapport à l'idée. Je démarre à cet endroit-là et puis Le type se lève, il prend sa douche, C'est il ça. s'habille, il va au travail. Alors est-ce que c'est bien ou pas qu'il fasse tout ça? C'est ce que nous allons voir. Tout dépend des intentions, encore une fois, des intentions d'auteur comme d'habitude. Et ben on t'écoute, c'est parti. Donc c'est un problème que je rencontre souvent avec les auteurs, outre le fait qu'ils renaclent à se prosterner sur mon passage, c'est leur insouciance quant au démarrage de leur scénario. Je ne parle pas ici de la façon de débuter l'histoire, mais de l'endroit où la prendre. Sauf dans certains biopics, vous racontez rarement la vie de votre personnage de sa naissance à sa mort. Donc votre récit correspond à une tranche de vie. Le film ou le roman correspond alors à un curseur que l'auteur place sur la biographie du personnage. Je vais vous raconter 2 ans de la vie d'Adrien ou 2 heures de la vie de Mathieu. Ça Les sera deux mieux. étant forcément passionnants. Je crois pas, non. 2 ans chez moi, c'est bien. Mais si. Et 2 heures chez moi, c'était ça? Ouais. Parce que toi, Si c'est les vite 2 fait le tour, dernières en fait. heures, Ouais, voilà. La vraie question est de savoir qu'est-ce qui fait que je démarre avec la vie d'Adrien ce matin à 15h quand il s'est levé, plutôt que la veille au soir quand il préparait une mystérieuse émission avec Mathieu. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet événement? Tout cela dépend de l'impact que l'on veut obtenir sur le spectateur, car il s'agit ni plus ni moins que du premier jeu d'information que le scénariste doit peser. Imaginez que je vais narrer cet inoubliable morceau de vie où Adrien confie à Mathieu s'être fait enlever la veille par des extraterrestres. Révélation qui va bouleverser la vie de nos 2 talentueux amis. Moi, ça m'étonne pas. Talentueux, je sais pas. Mais si. Comment procéder? D'abord, en tant qu'auteur, je pose la chronologie exacte des événements sans me poser d'autres questions. Lundi soir, Adrien se fait enlever par des extraterrestres. Durant ce temps, Mathieu s'impatiente sur rendez-vous pour préparer le fil de leur prochain épisode de Y a plus de papier. Excellente émission d'intérêt public à laquelle il serait bien de verser 2 €, je pense. Faut le museler. J'adore ce running gag en fait. C'est clair. Étape suivante de la chronologie, dans la soucoupe, les aliens auscultent Adrien sous toutes les coutures, puis finissent par commettre l'impensable. Et c'est là que ça devient franchement gore. Il rase la barbe du héros avant de le relâcher. Et lui enlève son bonnet. Je vais pas jusque-là, non. Ouais, non. Non. Ah, ils sont sympas alors. Non, faut limiter dans le gore quand même. Mathieu, lui, s'est couché depuis longtemps, complètement débité, mais un peu inquiet aussi. Au matin, paniqué, Adrien retrouve son ami, qui ne le reconnaît d'abord pas, sans son apparat pilaire. Il explique alors avec toute la sincérité du monde ce qui vient de lui arriver.
Sauf qu'on ne l'a fait pas à Mathieu, échaudé qu'il est depuis un mois quand on lui révéla que le Père Noël n'existe pas. Putain, c'est déconné, quoi. Toutes ces années. Conflit entre les deux, d'autant qu'Adrien, contre l'avis de Mathieu, raconte sa mésaventure aux médias et devient la risée de la ville. Il a tout perdu. Crédibilité, respectabilité, amitié, pilosité. Heureusement, j'ai le bonnet. Il reste le bonnet. La question maintenant est de savoir à quel moment démarrer l'histoire. Imaginez que je montre toute cette chronologie au spectateur. Donc l'enlèvement d'Adrien et la descente aux enfers qui s'ensuit. En plaçant le curseur à cet endroit, je crée mécaniquement l'empathie du spectateur pour notre héros qui n'est que victime. Déplaçons maintenant le curseur. Le film démarre par Adrien qui sonne chez Mathieu pour lui raconter qu'il a été enlevé par les aliens qui lui ont coupé la barbe. Gros doute de Mathieu qui pense que le bougre se moque de lui. Le spectateur n'est plus dans la compassion, mais également dans le doute, donc le mystère. Dit-il la vérité ou non? Et s'il ment, pourquoi ment-il? On peut aussi changer de point de vue, en démarrant par Mathieu, confiant à un ami psychiatre, le cas désespéré de son ami Adrien, qui souffre de déconnexion avec le réel. Puis à la fin du film, une révélation nous montrant que tout était vrai. En tant que script doctor, je prête toujours une grande attention à cet aspect. D'autant qu'en plus de changer le sentiment du spectateur, le placement du curseur change également la promesse du film. Avec Adrien chez Alien, la promesse est celle du héros seul contre tous. Avec le doute, la promesse est celle du conflit. Avec le point de vue de Mathieu, la promesse est celle d'un personnage se battant pour sauver son ami de la folie. Le conseil que je donne à nos... C'est mon quotidien, ça. Le conseil que je donne à nos auditeurs et auditrices est donc d'imaginer leur scénario en le débutant à des endroits différents, puis d'imaginer l'impact sur le spectateur. Les résultats sont souvent étonnants. Quant à moi, j'ai beau placer le curseur où je veux, dans la vraie vie, je vous aime toujours autant, amis auditrices et auditeurs. C'est beau, ça. Super chronique. Happy end. Happy end, toujours. Donc en fait, il faut quand même avoir toute son histoire avant de savoir où on va placer le curseur. Complètement, c'est la base. Dis-moi si je me trompe, Jean-Marie, mais est-ce que le fait de connaître son élément déclencheur peut permettre de se situer par rapport à son récit? Parce que finalement, si tu sais ce qui arrive dans la vie de ton héros qui va faire changer les choses, Oui. tu peux te dire, je commence un petit peu avant et je vois comment ça progresse. Je me trompe ou pas? Ouais, mais l'élément déclencheur, il change en fonction du moment où tu démarres. Oui, alors il va changer l'élément déclencheur, oui, et pas forcément l'incident déclencheur. L'incident déclencheur, qui est le moment de la naissance, de la nécessité du personnage. Ça va rester fixe. Et c'est par rapport à ça qu'on va passer son curseur. On peut imaginer l'incident déclencheur avant le film. Parce que là, dans ce que tu proposes, l'incident déclencheur, c'est Adrien se fait enlever par des aliens. Ça, c'est l'incident déclencheur, oui. Ouais. Mais après l'élément déclencheur ou l'événement déclencheur, ça peut être le doute de Mathieu. D'accord. Est-ce qu'on peut remonter chronologiquement jusqu'au jour où Adrien décide de se laisser pousser la barbe? C'était ça le vrai déclencheur, en fait. On ferait ça au final. Ouais, dans une série peut-être. Dans la backstory, c'est saison 2, tu retournes dans la jeunesse. Et du coup, les séries, elles exploitent un peu plus. Enfin, il y a toujours, bien sûr, quand tu prends le personnage, mais vu qu'on est là, dans leur quotidien, ça peut s'étaler sur de longues saisons. Oui, mais en général, je pense qu'en effectivement par saison, je suis pas convaincu que quand il faut une série, ce qu'ils essaient de voir, c'est l'idée de base. C'est vraiment fertile pour donner lieu à 1, 2, 3, 4 saisons. Mais je suis pas convaincu qu'il va d'emblée ce que sera la 4e saison. Même s'ils le disent tous, moi j'y crois pas beaucoup. Oui, il y a tellement de choses qui entrent en jeu Bien dans sûr. la création d'une série que tu peux pas savoir. Personnages qui sont là parce que l'acteur est parti et voilà, c'est et ça. donc du coup ça change le truc. Ne serait-ce que ça. Voilà. Ouais. Très bien. Les auditeurs ont posé des questions. Tout à fait. On va les lire. Alors, une question pour toi, Jean-Marie. Faut-il forcément, alors je te dis forcément, parce que C'est c'est en écrit en majuscule, Majuscule, d'accord. forcément de nos jours démarrer son histoire avec du conflit, contrairement aux vieux films où une certaine harmonie régnait au début? Je sens la nostalgie dans la question. On sent la nostalgie. C'était mieux avant, C'était mieux avant, oui. Absolument pas. Aujourd'hui, on cherche un début qui donne envie d'aller plus loin, même quand l'intrigue n'est pas encore installée. Mais ça ne passe pas forcément par le conflit. Je pense à un film comme Intouchable. Il n'y a quasiment aucun conflit à aucun moment. 20 millions d'entrées. Donc le conflit n'est pas forcément la base. C'est peut-être ça la recette. Ouais, faut arrêter. Hein. Peut-être pas non plus, parce que faire attention. Oui, ça marche. D'ailleurs, c'est le deuxième succès Intouchable, 20 millions d'entrées. Premier succès, Bienvenue chez les Ch'tis. Il n'y a pas de conflit non plus, ou quasiment. Et pourtant, Dramaturgie nous enseigne bien d'arriver au conflit le plus vite possible. Ils ont 2 contre-exemples très marquants qui ont marché pour d'autres raisons que des raisons de dramaturgie, à mon avis. Donc, méfions-nous quand même de ces exemples. En fait, ce que veut dire l'auditeur par là, c'est que... Tu veux dire Baptiste? Voilà, Baptiste, peut-être, si c'est toi. Démarrer, est-ce qu'il veut dire une scène conflictuelle tout de suite pour happer le spectateur, ou il disait au contraire ne pas le faire pour justement montrer que tout va bien? Enfin, je sais pas si... Non, d'abord, on peut montrer que tout va bien, même en commençant par un conflit. Il suffit que le conflit ne soit pas dans le sujet même du film. Hein, Oui. Voilà. Mais je pense qu'il y a tellement d'autres façons de démarrer. On peut commencer par une scène rigolote, on peut commencer par un suspense, on peut commencer par quelque chose d'émouvant. Enfin, il y a 10 000 façons de commencer sans quoi forcément le conflit. Le conflit, c'est juste une façon parmi d'autres de commencer.
Alors oui, et puis comme tu dis, je pense que tu vas être d'accord avec nous sur le fait que c'est le genre qui dicte un petit peu aussi comment commencer parfois. Absolument. Voilà. Mais complètement. Bien sûr, Solo bien par sûr. exemple, le dernier film Star Wars commence par une scène d'action, enfin Oui. voilà, de Oui. fuite, voilà. Donc c'est Obligatoire en fait. Obligatoire, bien et sûr. c'est du conflit. Tu vas voir un film d'action au cinéma, ça s'ouvre sur une scène d'action. Bien sûr. Sinon, les mecs ont rien compris. Voilà. Exactement. Et ça se clôt aussi sur une scène d'action. Alors, nouvelle question. Les films chorales et ou à sketch, avec de nombreux personnages principaux, répondent-ils à une quelconque règle d'introduction du récit ? Est-ce si différent des histoires avec un protagoniste central ? Alors, le film à sketch est un film composé de plusieurs intrigues indépendantes les unes des autres, liées par une thématique. Ça, c'est la base, c'est la définition. Comme Infidèle, par exemple. Dans ce cadre, il convient de présenter les personnages par des traits marquants, un peu comme dans le court-métrage, finalement. Le film choral, lui, n'a en fait pas de personnages réellement principaux. Les Bronzés, pour ne citer que, qui est bien entendu une comédie, a une structuration de film choral. À y bien regarder, aucun des personnages n'a d'enjeu assez fort pour être géré comme personnage principal. Il s'agira donc de s'attarder principalement sur ces particularités créant la comédie. Et souvent, on confond, ça aussi c'est autre chose, on confond souvent film choral et film mosaïque. Je ne sais pas de quoi parler cet auditeur. Dans le film mosaïque, vous aurez 3 ou 4 intrigues distinctes, reliées entre elles par des fils thématiques ou cosmétiques, comme Amour Chienne ou Magnolia. Et ces récits, beaucoup plus dramatiques que le film à sketch, donnent davantage de profondeur aux personnages. Donc là, il s'agit de mieux les étudier. Que dire des histoires qui commencent par un flash-forward putassier et mystérieux dont les péripéties sont censées ensuite présenter comment on en est arrivé là? Cela fonctionne-t-il vraiment? Alors cette question semble vouloir diriger à la réponse, le terme de putassier indiquant bien ce que l'auteur pense du procédé. Ma réponse sera d'abord d'ordre technique. Il ne peut pas s'agir d'un flash-forward puisque la première séquence donne la temporalité du film, soit donc plutôt dans ce qu'on appelle une intrigue de prédestination. Sur un plan dramatique, maintenant, c'est comme tous les outils. Tout dépend de la façon dont il est employé. Personnellement, dans mon roman, j'ai opté pour une intrigue de prédestination, car je pense que dramatiquement, c'était judicieux. Quoi qu'il en soit, ça demeure un outil de la narration à disposition des auteurs, comme la voix off. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. D'ailleurs, ton roman, comment s'appelle-t-il ? Ah, très très bonne question. Il s'appelle L'Enfer à 11 lettres. Et on peut trouver ça où ? On peut trouver ça, alors plus facilement. Alors, normalement, il est en librairie, mais pas dans toutes. Donc le plus simple, c'est commander sur le site de la Fnac. Et je pense qu'il y aura un lien dans la description du podcast. Et ouais, et en plus c'est un roman qui après va devenir un film, du moins j'espère, et avec une fin très très surprenante. J'avais une question, Jean-Marie. Le comment on est arrivé là n'est pas mauvais en soi. S'il est bien utilisé, si ça marche, c'est un très bon moyen de fonctionner. Tout à fait. Démarrer son intrigue, une affaire de fond, là où les péripéties commencent, ou de forme, là où le film commence. Autrement dit, si une histoire n'est pas racontée de façon linéaire, quel élément compte le plus entre chronologie représentée des éléments ou chronologie réelle des éléments ? Moi, j'ai rien compris. Hein. Si, j'ai compris. Mais c'est vrai que la question est un peu posée de façon complexe. Ce qui compte au-dessus de tout, c'est ce qui sera présenté au spectateur. Si vous voulez déstructurer votre récit, c'est votre choix, mais c'est aussi à vos risques et périls. La question de savoir ce qui compte le plus entre chronologie diégétique et chronologie réelle est très pertinente. Et c'est la chronologie diégétique qui l'emporte, pour répondre à cette question, puisqu'elle est le prisme sous lequel le spectateur vivra le film. On peut ici parler de la môme, par exemple. La déstructuration peut sembler gênante, mais au moins donne-t-elle un rythme que n'aurait pas forcément permis la chronologie. Dans le cas du court-métrage, le démarrage de l'intrigue dans l'action est-il selon vous le meilleur procédé pour capter l'attention du spectateur ? Alors en fait, j'en suis pas sûr. Pas dans tous les cas. Là aussi, ça dépend du genre. Ce qui compte surtout dans le court-métrage, c'est que l'enjeu soit rapidement posé, quel que soit le procédé avec lequel on y parvient. Ça, c'est essentiel dans le court-métrage. On n'a pas le temps. Donc, directement, il faut que, dans la première séquence, on ait l'enjeu. Et j'ai déjà lu des séries de courts-métrages où l'enjeu peine à s'installer. J'ai vu des courts-métrages où, à la fin du film, on ne sait toujours pas quel était l'enjeu. Là, c'est un petit peu un problème. Ou alors, on arrive à la fin du film, et là, il se passe un truc qui lance vraiment une histoire, mais le film s'arrête là. Exactement. Ça, j'ai souvent vu. Ouais. Et oui. Et ben, c'est tout pour les questions. Bah ouais, merci. On a pris des choses. Merci à vous. Moi, je vais retourner à la plage. Ah bah super. Bah super, on se voit à la rentrée alors. Alors, avec grand plaisir. On remercie Baptiste, Élise, Fabrice et Thibaut pour leurs questions. Oui, merci à vous. Merci à vous. Fidèle au poste posé sur Slack, où on vous invite à nous rejoindre. Exactement. Et surtout, on se dit le mois prochain. Tout à fait. Voilà. Salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Salut. Alors, chers amis, avant de se quitter, y a-t-il un truc cool que vous avez découvert récemment et que vous avez envie de nous partager ? Une petite recommandation Nathalie culturelle ou pas ? Ouais, alors moi j'ai lu un très beau livre d'Irène Frein qui s'appelle La fille à histoire. Ça parle de toi ? ça parle d'elle. En fait, ça faisait partie de la dernière rentrée littéraire. J'étais complètement passée à côté et je suis tombée dessus à la bibliothèque. Et ça a été une très belle découverte parce qu'en fait, elle raconte finalement les mécanismes par lesquels elle en est venue à devenir auteure. Alors que justement, elle venait d'une famille où c'était mais vraiment inconcevable, peut-être la famille la plus opposée à cet univers de la littérature, de la création.
Et donc, elle raconte justement tous ces petits mécanismes psychologiques qui l'ont amenée certainement à écrire, à nourrir ses textes. Elle raconte, par exemple, comment elle s'invente, la manière dont elle a commencé finalement à inventer ses premières histoires quand elle était petite, en découpant des personnages dans des catalogues. Enfin bon, c'est vraiment un superbe roman. Waouh, ça donne Voilà. envie. Toi, Robin, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci? Rien. Rien. Bon. Franchement, j'ai rien lu ou vu à part un scénario dans lequel je suis en ce moment en plein dedans, d'une certaine Nathalie L, mais que vous pourrez pas voir avant un petit bout de temps, hein, parce qu'il faut quand même le temps de faire le film. Qui a plu au lecteur anonyme aussi. Voilà. Ah, celui-ci. Mais sinon, non, j'ai rien vu ou rien lu dernièrement. Ah, parce que t'as trop travaillé. Travailler, Trop puis plein de écrit. trucs à côté aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu travailles beaucoup, il y a une charge, une masse de choses à faire dans une Ouais. maison, une famille qui est incompressible là aussi. Ouais. Et donc, il faut bien le faire, en fait. Donc, c'est au détriment de ça. Toi, Mathieu, tu recommandes Moi, je recommande. J'aurais bien recommandé une expo, mais qui est terminée au moment où. Tu vous- peux quand même la vous recommander entendez. parce qu'elle était chouette. Oui, c'était l'expo Caro Genet à la Halle Saint-Pierre, où on avait plein d'accessoires, de choses sur les films de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Et du coup, t'as une vitrine avec la petite boîte de souvenirs dans Amélie Poulain, par exemple, ou les petites notes utilisées dans les films. Et c'est chouette de voir ça devant toi, des costumes, un long dimanche de fiançailles, des films qui se sont pas faits aussi, et un alien taille réelle, ce genre de choses qui plaisent aux fans que je suis. Alors on enregistre, Nathalie, tu peux encore y aller, je sais que ça va te plaire. Ah oui, mais C'est pas carrément. encore fini. Mais quand vous nous écouterez, ce sera fini. Je crois que ça Ah, se termine ouais. le 31 juillet. Peut-être le livre de l'exposition. Non, il n'y a pas. Non. Non. Mais il y a un livre que je recommanderai le mois prochain. Mais sinon, je vous recommande un podcast, alors une fois n'est pas coutume, de France Culture. Ah, tiens. Voilà, qui n'est pas donc un podcast qui n'est pas natif, comme on dit, chez les gens qui font des podcasts le week-end d'Adrien. C'est ça. Ça s'appelle Les Idées Claires. C'est Nicolas Martin qui fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Donc, c'est une émission de radio à la base. Hein. voilà, c'est une petite pastille de 9 minutes hebdomadaire, donc ça va assez vite, ça s'écoute très facilement, et c'est sur des sujets de société ou scientifiques assez intéressants, comme le nucléaire, les voitures électriques, la vie privée sur Internet, le réchauffement climatique, plein de questions qui nous concernent tous. Et en 9 minutes, on a fait le tour du sujet de manière claire, parce qu'il reçoit à chaque fois un expert là-dessus, et D'accord. il en parle, et voilà, ça s'écoute très facilement, tu te sens intelligent quand tu as écouté ça, et voilà, je Tu peux recommande. débattre ensuite en société facilement. Voilà, tu peux briller en société très facilement. Ce que je ne fais pas d'ailleurs. Mais tu brilles naturellement, Mathieu. Voilà, mais pas en société du coup. Et toi alors? Moi, je recommande Une série Netflix? Oui, voilà, évidemment. Ah, la série voilà. Netflix. J'en étais sûr. La saison 2 de Glow, qui est vraiment chouette. Ah, putain. Désolé, hein, je l'ai mangé. tout vu Ouais, non, ça va trop vite. Moi, ça je va me trop garde vite. ça sur le coin de l'oreille là. Et Garde-le bien parce que ça me quand tu démange. vas l'ouvrir, c'est déjà fini. Ouais. C'est tellement génial cette série. Ouais. Super. Marc Maron est au top. Tout le monde est au top, quoi. Donc super. aussi bien que la première saison? Ouais, super. Ouais, non, vraiment. Trop cool. Très, très chouette. Bah j'ai hâte. Voilà, pas plus. J'ai pas besoin d'en dire plus. Bah Vous non. verrez par vous-même. On remercie Jean-Marie pour sa chronique. On remercie la Maison des auteurs de la SACD pour leur accueil, comme chaque mois. Merci également à nos tipeurs sur Slack qui, comme d'habitude, nous ont aidés à préparer ce podcast. Et merci à nos tipeurs tout court, Et oui, nos tipeurs tout court. nos fidèles qu'on embrasse, bah et oui. qu'on remercie. On remercie Thibaut et Baptiste pour leurs questions et Robin pour avoir initié le projet. Merci à nos invités, Nathalie Lenoir, scénariste et réalisatrice et les mains expertes derrière le site Scénario Buzz. C'était un plaisir, Nathalie, que tu viennes encore une fois nous voir. Mais pour moi aussi. Ça fait combien de fois? T'as 5 compté fois. 5 fois. Waouh, déjà ah ouais. On va On faire avait un- un petit duel à la soirée Au au pique-nique. pique-nique, faut savoir qui était venu à le plus. l'apéro. Avec Théo qui Avec se Théo et demandait. Yacine, ils se demandaient, mais qui Yacine, ouais. Je crois que tu bats le record, Nathalie. On va Ouais, faire. je suis championne. Il y a peut-être un club, tu sais, comme au SNL, il y a les Five Timers, ceux qui ont présenté 5 fois le SNL. Il y a peut-être un club de Un jour, ceux qui sont venus 5 fois chez nous. Un jour, c'est Nathalie qui sera host du podcast, exceptionnellement. Ça serait Peut-être, rigolo, ouais. elle C'est prendra les peut-être au rênes. bout de 10 fois, tu as le droit de présenter le podcast. C'est ça, je gagne un truc. Et des paliers comme ça. Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir à chaque fois. Donc merci de m'avoir Merci. invité. Tout à fait partagé. Et merci Robin Barato, également scénariste, qui vient de loin en plus pour nous voir. Robin Magic Barato. Ouais, Robin Magic Tout à fait. Barato. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Nathalie, un peu partout un Bah, site, sur mon blog Twitter, Scénario Buzz et puis sur les réseaux sociaux. Tous. Tous. Dès qu'il y en a un Presque nouveau, tous. C'est t'inscris. c'est tous. Mais en plus, c'est rigolo, je reçois des invitations de nouveaux réseaux sociaux Ah oui. américains. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, mais je dois être trop dessus, en fait. tu t'es fait repérer par la Silicon C'est ça. Valley. C'est ça. Robin, sur Facebook, on te retrouve. Oui, Facebook. Et à la télé, dans Est-ce diverses que tu sais prochainement si tu as productions.
téléfilm Quelque chose à diffusé? diffuser prochainement? Non, il y a eu là. Tu me disais, dernièrement. t'es toujours en retard, c'est ça? T'es toujours au dernier moment, tu le sais, et quand tu préviens les gens, c'est déjà passé. Ouais, en général, ouais, ça arrive. Ça peut m'arriver que les films soient diffusés sans que je m'en rende compte. Personne te prévient en fait. En général, c'est en replay du coup qu'on voit tes Ah bah oui. créations. Oui, mais non, je crois qu'il n'y a rien de programmé. Quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram et rejoignez-nous sur Slack où nous discutons avec les auditeurs qui nous laissent un tip sur Tipeee à partir de 2 € et on discute aussi avec nos invités, dont Robin qui a initié cette conversation qu'on a poursuivie en podcast. Vous pouvez aussi nous soutenir si vous pensez que notre podcast et notre travail méritent un soutien financier pour à peine le prix d'une boîte de Tic Tac ou d'un Blu-ray collector en fonction de vos moyens. J'essaie de changer. Oui, je vois ça, tu varies, hein, c'est bien. Vous pouvez... T'as remarqué qu'il y a un prix faible et un prix un peu plus élevé. Voilà, merci de ton attention. Vous pouvez également nous soutenir via Utip, c'est sans inscription, sans contrepartie, mais plus rapide pour ceux qui préfèrent. Pour tout ça, les liens sont dans la description du podcast. Et enfin, si vous appréciez notre podcast, laissez-nous une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou toute appli dédiée au podcast. Ça nous aide à être plus visible et à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Enfin, merci si vous souhaitez de partager cet épisode s'il vous a plu et d'en parler autour de vous. Voilà, on vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, écrivez bien. Salut. Salut. Bye bye. Au revoir.